Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de la Nuit du Sport sur les antennes de Spectrum Télévision comme chaque mercredi soir. Au menu ce soir, élection à la Fédération camerounaise de football. Le processus électoral entre dans sa phase la plus importante après les départementales et les élections régionales. Place désormais aux élections au niveau fédéral. Lundi dernier, comme vous le savez, était date consacrée à l'ouverture des dossiers et plusieurs acteurs avaient, souvenez-vous, annoncé déjà leur candidature à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Certains sont donc déjà passés à l'acte en déposant le dossier des candidatures. C'est par exemple le cas de l'ancien footballeur Samuel Eto'o-Fils qui l'a fait cet après-midi même du côté de Yaoundé. Emmanuel Mabouan-Kessak, Jules Denis Onana n'ont pas encore déposé leur dossier auprès de la commission, a-t-on appris. Annoncé officieusement aussi, le président par intérim de la FECAFOOT, Sédou Mbonjoya, n'a pas encore, justement, il ne s'est pas encore prononcé jusqu'à présent. Donc, les candidats, en tout cas, ont jusqu'à demain pour déposer leur dossier. C'est une activité qu'on va évidemment, on va en parler dans la pause actu de ce soir. Et puis en seconde partie de l'émission, éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Cameroun, comme vous le savez, a été plus fort que la Côte d'Ivoire. 1-0, c'est le score de ce match de la 6e journée des éliminatoires disputée hier ici au stade de Japoma à Douala. Score suffisant en tout cas pour permettre au Cameroun de se qualifier pour les barrages. À suivre tout à l'heure les réactions des supporters après la victoire des Lions indomptables. L'ambiance assez inédite enregistrée en salle de conférence de presse hier, le coup de gueule du coach de la Côte d'Ivoire et bien évidemment l'analyse de nos différents invités ce soir. Et ce soir justement en plateau, nous avons le plaisir de recevoir Eugène Ekeke, ancien lion indomptable. Eugène, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, c'est un plaisir. Et bonsoir aux téléspectateurs. D'accord. Également en plateau ce soir, l'entraîneur de football Vassius Essémé, qui est par ailleurs aussi chef adjoint du pôle littoral de l'Académie nationale de football ANAFOOT. Bonsoir coach. Bonsoir Makeda. Bonsoir à notre grand frère patriarche Sa Majesté Eugène Ekeke. Bonsoir à tous les téléspectateurs de cette émission. Juste à côté de vous, Jérôme Bango, agent du joueur. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Lydie, bonsoir Olivier, bonsoir au grand frère Eugène et bonsoir aux milliers de téléspectateurs qui suivent STV. Raphaël Abouem, qui est un ancien sportif de haut niveau et par ailleurs directeur de publication du journal Signature, est attendu incessamment sur ce plateau. Voilà en tout cas pour le panel. Sans transition, on va démarrer avec la pause actu comme d'habitude. L'actualité, c'est évidemment au niveau de la Fédération camerounaise de football avec, je disais tantôt, le processus électoral qui entre dans sa phase la plus importante avec l'élection d'un nouvel exécutif au soir du 11 décembre prochain. Déjà, des candidats ont déposé leur dossier. C'est le cas de l'ancien footballeur Samuel Eto'o. C'était cet après-midi même du côté du siège de la FECAFOOT à Tinga. On vous propose de revenir sur ce qui s'est passé, ces déclarations assez fortes dans ce reportage qui va suivre. Liesse populaire au siège de la Fédération camerounaise de football ce 17 novembre. Des fans du foot ont investi le bâtiment en masse. Les plus excités ont dû escalader la barrière pour mieux vivre l'instant attendu. Des patrouilles mixtes ont dû multiplier les équipes sur place pour contenir les débordements. Le dépôt de la candidature de Samuel Eto'o à la présidence de la FECAFOOT a drainé des foules. L'ancien international camerounais s'en réjouit. Représenter toutes ces personnes qui sont là, je pense que si c'était un débat démocratique, vous verrez qu'il n'y aurait pas élection. J'ai suivi et là des débats qui disent Samuel viendra avec des millions pour acheter des gens, mais quelle insulte pour les délégués. Dites-moi, jusqu'à présent, il y a un seul candidat qui vous a présenté son projet. Ça veut dire que le camp en face n'a pas de vision, n'a pas de projet, alors on ne parle pas d'argent. Si on parlait d'argent, je ne serais pas venu avec un projet que je pense bon pour tous les Camerounais. En clair, Samuel Eto'o veut améliorer l'image du football camerounais au niveau national et international. C'est du moins l'essentiel à retenir de son vaste plan d'action. Pour ce faire, il entend donner à la FECAFOOT la place qu'elle mérite, dit-il. Je ne pensais pas revenir dans ce bâtiment. Je ne pensais vraiment pas parce que
Nous avons servi cette équipe nationale, cette fédération pendant 25 ans. C'était le même bâtiment. 25 ans après, je dirais même beaucoup plus, c'est toujours le même bâtiment. Et je dirais à ceux qui travaillent à longueur de journée dans ce bâtiment, grand merci parce que c'est un effort. Je pense qu'avec tout ce que la fédération produit, on devrait avoir ce que les Camerounais méritent. Et comme je l'ai dit à Kinshasa, quand on échoue, on ne demande pas au professeur de tricher sur les notes. Il est impossible. Quand on échoue, on redouble. Ça veut dire qu'on n'a pas été bon. Donc, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de proposition de premier vice-président. Je serai le prochain président de la fédération, malgré toutes les tricheries, parce que nous sommes passés, Thierry-Ndo, vous le savez, à 115, 111 délégués, à 76. Justement, Samuel. Mais même jusque-là, nous disons allons aux élections et que ces délégués prennent leurs responsabilités pour donner enfin l'occasion au football camerounais de devenir ce que ce football doit être. Après le dépôt de sa candidature, cap à la campagne. L'élection est prévue le 11 novembre prochain. Merci Olivier Bouzouké pour tous ces détails. Il y a Raphaël Abouem qui nous a rejoint en plateau. Bonsoir Raphaël, bienvenue. Bonsoir Makeda, bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs de STV. Désolé pour mon retard, je sors sur un autre plateau chez vos concurrents. Mais j'ai tenu à honorer le rendez-vous parce que Makeda, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. En tout cas, merci d'être là. Et on va vous poser justement la première question par rapport à ce processus électoral au niveau de la Fédération camerounaise de football. Vous avez, on suivait à l'instant ce reportage de nos collègues de Yaoundé sur toute la grosse ambiance qu'on a observée cet après-midi lors du dépôt de candidature de l'ancien footballeur Samuel Eto'o. Déjà, de manière globale, comment est-ce que vous trouvez le ton? Avant de parler du fond, il y a la forme. Alors, c'est vrai que je viens juste d'arriver et j'ai pris l'élément en cours, donc je n'ai pas suivi l'ensemble de ses propos. Mais déjà, les quelques secondes que je viens de suivre sont bourrées d'informations. On parle de Kinshasa et qu'il y a eu des propositions, des négociations. Moi, ce que je peux dire d'entrée à ce qui concerne tout ça, si ce qu'on dit et une partie des propos de M. Samuel Eto'o le prouve, que la FIFA et la CAF ont essayé d'organiser une espèce de rencontre pour qu'il y ait un arrangement. Je trouve ça malsain. Je trouve ça malsain parce que quel intérêt la FIFA a à ce qu'il y ait un arrangement dans une compétition où le meilleur est supposé gagner parce que plébiscité par les délégués. En fait, si je comprends bien, ils ont voulu qu'il y ait à la FECAFOOT l'élection, la non-élection qu'il y a eu à la CAF. Et vu comme ça, on peut dire que c'est inacceptable. Je pense que les délégués qui sont les faiseurs de roi aujourd'hui sont assez matures, assez responsables pour choisir celui qui pense être le meilleur candidat pour la meilleure marche du football camerounais, avec le seul souci, l'intérêt des présidents de clubs et des joueurs. Parce que vraiment, quand vous côtoyez un peu le milieu, l'environnement du football camerounais, tous ceux qui sont les présidents de clubs tirent le diable par la queue. Et c'est normal parce que le football, quand on n'est pas un industriel, et quand je dis un industriel, un vrai, on ne peut pas être un vrai président de club. Parce que le football est une machine à consommer de l'argent. Donc, il y a besoin à la tête de la Fédération de football, je l'ai toujours dit, même sur ce plateau, quelqu'un qui est capable de penser l'économie du football en amenant des investisseurs, des sponsors, des partenaires, en donnant même une visibilité. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que le championnat de Côte d'Ivoire, que moi je connais parce que je travaille aussi en Côte d'Ivoire,
qui est de piètre qualité, qui se joue sur le stade Robert Champrou, qui ne vaut même pas le stade militaire, est diffusé sur Canal+. Oui. Et Canal+ paye les droits de diffusion à la Fédération ivoirienne de football. Comment est-ce qu'on peut expliquer que Canal+ ne diffuse pas le championnat du Cameroun, qui est plus intéressant de mon point de vue, et qui draine même plus de monde, parce qu'à chaque fois qu'on regarde le championnat de Côte d'Ivoire, même à la télé, le stade Robert Champrou, il est vide. Quand vous regardez les matchs de Lidouane au stade militaire de Yaoundé, les gradins sont pleins. Donc même sur le plan visuel, il y a plus d'esthétique à diffuser le championnat du Cameroun que celui de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi cela n'est pas fait? Parce que, à mon humble avis, à la Fédé, les gens, ils sont faibles. Parce que quand on est fort, on peut même amener les autorités à obliger Canal+, qui fait payer les abonnements aux gens au Cameroun à des prix exorbitants, de financer le sport, le football en particulier. Donc je pense qu'il y a un vrai challenge. Je pense que pour une fois, les gens, les délégués, tout le monde du football, ils ont l'occasion pour eux de rebâtir leur maison. D'accord. Et s'ils loupent cette occasion, on est parti encore pour 10 ans. Alors, on va revenir à vous forcément tout à l'heure. Coach Vassius Esseme, ces élections d'Africa Foot, vous les suivez évidemment de près. Vous êtes même d'ailleurs impliqué, on l'a vu ici au niveau régional. De manière globale aussi, je vais vous poser la question par rapport au ton employé par l'ex-footballeur candidat à la présidence de l'Africa Foot. Comment est-ce que vous le trouvez? Bon, déjà, je dois avouer et dire que c'est la première fois que le dépôt d'une candidature draine autant de personnes. Peut-être c'est dû à la forte popularité de Samuel Eto'o, c'est dû à son passé en tant que footballeur, qui aujourd'hui est une très grande légende en Afrique. Mais je dis c'est la première fois pour une dépôt de candidature de voir... ici au Cameroun. Ici au Cameroun. Parce qu'on l'avait avec Drogba quand même en Côte d'Ivoire, c'était la autant de foule, autant de déplacements pour un simple dépôt de dossier de candidature. Bon, est-ce que cela marque un ton particulier par rapport au fait que Samuel Eto'o veut absolument briguer la fédération? Donc, mais c'est ce que nous laisse entrevoir les images. Maintenant, dans le discours et le ton qu'il utilise, je crois qu'au-delà de passer un message, il se met dans la posture de quelqu'un qui est en guerre, et qui absolument va utiliser de son côté aussi tous les moyens nécessaires. Parce qu'on peut dire qu'une lutte d'influence est déjà totalement, carrément ouverte. Bon, on attendra voir comment se comportera les autres candidats. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on essaie de percevoir. Bon, par la petite expérience aussi, je vous dirais que généralement, une élection, ce n'est pas un vote populaire, c'est un vote de délégués. Et qu'on ne soit pas surpris, parce que même au niveau régional, il y a eu des élections dans lesquelles les délégués n'ont pas été à la dimension de la représentativité de la région elle-même. C'est les délégués qui ont été choisis sur la base, n'est-ce pas, des groupes ou des camps qui ont eu la majorité des électeurs. Même, on a pu même se rendre compte que même s'il fallait voir dans la répartition géographique dans certaines régions, tous les départements n'ont pas été représentés. Donc, il y a un quota qui n'a pas véritablement été tenu. Donc, on ne peut pas un jour être surpris qu'au niveau de la fédération, cela puisse se répéter parce que c'est parti du bas vers le haut. Et à un moment donné, si on est conscient de tout cela, il faudra simplement attendre le résultat de la voie des urnes. Ce que vous dites est assez profond, justement, coach. Je vais poser la question à Eugène Ekeke, vous qui êtes un ancien footballeur, vous qui avez parfois été impliqué dans ce processus électoral. C'est un domaine que vous connaissez très bien, Eugène. Alors aujourd'hui, je disais tantôt, le processus électoral entre dans sa phase la plus importante. On a suivi les déclarations du candidat Samuel Eto'o. D'autres candidatures, d'autres dépôts de candidatures sont annoncés, par exemple pour la journée de demain, délai de dépôt justement. Et le coach Vassius disait, à l'élection de l'Africa Foot, ce n'est pas un vote populaire. De manière globale, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe?
Tout d'abord, Rennes, je pense que dernièrement, j'avais dit que je ne voulais pas m'occuper de cette... je voulais vraiment rester en dehors. D'ailleurs, au niveau de la région, je me suis retiré. Je me suis retiré, mais réflexion faite, je pense que je vais m'y impliquer. Parce que c'est dommage que souvent certains parlent du football 2 mois avant les élections. On a vu ça dans les régions, les gens qui se découvrent généreux vis-à-vis du football, ils se découvrent 2 mois avant. Avant, personne ne les connaît. Avant, ils ne sont pas au courant de la misère que nous, présidents de club, acteurs, entraîneurs et joueurs, nous connaissons. Et je pense que en tant que président de club, en tant qu'ancien joueur, en tant qu'entraîneur, connaissant la réalité, je sais ce qu'on vit. Et j'ai envie d'apporter quelque chose. Nous avons des idées, des choses à proposer. Et pour ça, donc, je vais m'impliquer. Par rapport aux images, je pense que le coach Vassilus vient de le dire. Ça me rappelle un peu l'élection de Onana Vincent et Joseph Antoine Bell. Ah bon? Oui. Grand footballeur, Lyon. Très adulé à l'époque. Très adulé. Et puis d'autre part, il y a une chose, c'est pas seulement Joseph Antoine Bell ou Samuel Eto'o, Roger Mila se présente, il aura à peu près la même sympathie. Parce que les footballeurs ont beaucoup donné au pays et aux Camerounais. Quand les joueurs gagnent, comme par exemple hier, c'est l'ensemble des Camerounais qui sont vraiment qui s'identifient à cette victoire, c'est leur victoire. Donc il y a une affection particulière. Mais quand je dis que ça me rappelle l'élection de Onana Vincent, Joseph Antoine Bell, malheureusement, il y a 76 personnes, 76 grands électeurs qui vont faire la viseur de roi. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que, bon, j'ai vu le ton était volontariste, mais les débats vont commencer, 76 personnes vont décider. Et par contre, ce qu'il faudrait, parce que jusqu'à présent, demander à ces délégués s'ils ont une idée d'une seule ligne des programmes proposés. Allez, je mets ma tête qu'il n'y a pas un seul délégué qui soit au courant des grandes idées ou des projets ou des propositions. Qui n'aurait pas lu. Voilà, et c'est pour ça que je vous invite sincèrement, vous les médias, à vous y atteler. Bien sûr, on y reviendra. Bah, si on comprend bien, Eugène, ce contexte électoral vous rappelle évidemment, vous l'avez dit, hein, ce qu'on avait observé par rapport aux anciens footballeurs qui s'étaient aussi présentés à un moment donné. Sauf que là, il y a quand même, on a suivi Samuel Eto'o qui estime que si c'était un débat démocratique, il n'y aurait même pas élection. Il est le seul candidat à proposer un programme et que le camp d'en face n'a pas de vision, n'a pas de projet. Et il est revenu un peu sur la rencontre de Kinshasa, abondamment relayé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Il dit quand on échoue, on ne demande pas au professeur de tricher sur le nôtre, on redouble. Donc pas de possibilité d'être vice-président. Comme le soulignait Raphaël Abouem, il y a beaucoup d'informations dans ces déclarations. Il dit je serai le prochain président de l'Africafoot et que les délégués puissent prendre leurs responsabilités. Est-ce que lorsqu'il dit par exemple qu'il sera le prochain président de l'Africafoot, c'est une déclaration en l'air? Mais je pense que c'est un vœu. C'est un vœu de son camp. Il n'a pas dit je souhaite, hein, il a dit je serai. Malheureusement, mais ce n'est pas lui qui décide. Oui. Ce n'est pas lui qui décide. Il y a 76 électeurs qui vont décider. Et je suis sûr que son adversaire on pense la même chose. Et on est en campagne. Lui aussi, et si vraiment moi, son adversaire m'a rencontré dernièrement, il est convaincu aussi, il est sûr de lui. Il est sûr de lui qu'il sera victorieux. Donc maintenant, le problème, c'est il faut toucher le cœur, pas seulement le cœur et la raison des délégués. Parce que malheureusement, les élections, il ne faut pas que ce soit simplement une question d'alliance, mais que ce soit véritablement une question de projet. Une question de projet. Et c'est la raison pour laquelle, bon, je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de ça, au-delà des déclarations, mais qu'on aille au niveau des propositions.
Et ce que moi je regrette, parce que justement, Samuel s'est un peu fermé. Il s'est un peu fermé. Je lui ai tendu la main. Ah, vous l'avez fait? Oui, surtout au niveau de la région. J'ai demandé de rassembler. De rassembler, c'est très important. Parce que si tu ne peux pas rassembler au niveau de la région, le football a besoin de rassemblement. Ce n'est pas au niveau national que ça sera facile. Bon, malheureusement, il ne m'a pas écouté. Bon, j'ai souhaité bonne chance. Il n'a pas écouté. Et moi, je dis, j'ai des choses à proposer. Bon, et si, malheureusement, je pense que ce sont les deux candidats les plus importants qui ont des meilleures chances de gagner. Et nous voulons que les choses changent aussi, que les choses évoluent. Donc, et pour le moment, M. Sédou a montré plus d'ouverture, une oreille plus attentive, il était plus réceptif. Et si jamais il l'ouvre et qu'il accepte un certain nombre de choses, parce que je prends un exemple, c'est vrai que il y a eu un changement au niveau du football des jeunes. Ça faisait des années que ça ne se jouait pas. Ça s'est joué l'année dernière, mais il ne faut pas se suffire de ça. Moi, j'ai des équipes jeunes. Ce n'est pas parce qu'on a proposé 8 matchs ou 10 matchs aller-retour aux gamins qu'on pense que... C'est non, il faut aller plus loin. Donc si, par exemple, là, il donne des garanties, pourquoi ne pas l'accompagner? Donc maintenant, il faut qu'il s'ouvre. Et malheureusement, j'aurais aimé que Samuel s'ouvre aussi. Je suis au regret de le constater. Et je voudrais vraiment que cet homme lui dépasse. Parce que la campagne va passer. Elle va passer. C'est-à-dire que d'ici 2 mois, dans 2 mois, on ne verra plus certains. Mais il faudrait que les engagements soient pris sur un certain nombre de choses pour que le football vraiment sorte de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et surtout, quel que soit évidemment, on a besoin de rassemblement. Il faut rassembler. Donc, si on comprend, vous êtes prêt à travailler, à collaborer avec le candidat Sédou si justement il continue à montrer plus d'ouverture? Non, il faut qu'il s'ouvre. Voilà, parce que il a un bilan, mais il y a des choses à améliorer beaucoup. Il a une chance de gagner. Pratiquement qu'il a une chance de gagner, il faut qu'il s'ouvre et qu'il soit prêt à prendre ses engagements. Par exemple, je viens de vous citer le football jeune. Il n'y a pas de raison, par exemple, il y a même des mesures qui ne coûtent pas de l'argent. Pourquoi le championnat ne commencerait-il pas au mois de novembre? On attend le mois de janvier, février pour avoir un championnat à 2 mois, 3 mois. Les équipes qui ne sont pas compétitives au niveau international, on n'existe pas. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des infrastructures, parce qu'il y a quelques années, le football camerounais ne pouvait pas se vendre. Quand on regardait les matchs qui se passaient à Bafan, mais moi j'éteignais la télévision, sur la terre rouge, etc. Ben, aujourd'hui, comme vient de le dire Jabouin, je pense que le gouvernement a fait sa part. Il y a une économie, le football a créé. Il y a une économie. Toute une économie. Oui, parce que les footballeurs doivent vivre décemment du football. Et c'est un produit qui a un marché potentiel. Et il suffit simplement de... Moi, en tant que vice-président de la FK Foot, à un moment donné, on a fait revenir les gens au stade. Oui. On trouvait des sponsors. Et il y avait une relance. Rappelons-nous, on avait fait un saut qualitatif. Autant on était au sous-sol de l'Omnisport, il y a eu un siège. On avait plus de 9 mois d'ailleurs, plus d'un an d'ailleurs, les salaires ont été payés. Ouais. On n'était plus fréquentable au niveau des hôtels parce qu'on n'était pas solvable, on ne payait pas. Les choses ont été réglées. Donc il faut absolument qu'il y ait vraiment un changement profond. Alors, avant de poursuivre, peut-être Jérôme Bango aussi, une analyse de manière globale sur le déroulement du processus électoral actuellement en cours à la FECAFOOT. Je dirais simplement que le grand frère jeune qui est présent actuellement sur ce plateau a presque tout dit, parce qu'il aborde les casquettes d'entraîneur, de président de club et d'anciens footballeurs. Donc, il faudra simplement dire que dans la candidature de Samuel, il a fait état de 2 choses, de l'échec. Lorsqu'il parle de l'échec, il voit tout simplement le projet passé de son adversaire en face. Il a parlé là du consensus au niveau de Kinshasa, où on a proposé peut-être le poste de vice-président. Donc, plus ça ne l'engage pas, ou alors ça ne... Ça ne l'intéresse pas. Voilà, ça ne l'intéresse pas. C'est le poste de président. Voilà, il souhaiterait bien aller aux élections et y croire à ce niveau-là, avoir tout simplement la sympathie de ceux qui ont la charge de donner, je voudrais dire, les voix pour être président de la fédération. Voilà, donc, mais ici, déjà, les pénalistes l'ont dit, ce n'est pas un vote populaire,
c'est un vote des responsables, de ceux-là qui seront conscients, de ceux-là qui ont vu la peine, ce football traîner aussi les pattes et tout cela. Donc, il faudra tout simplement que ceux qui... Dans le fait qu'il y ait ces nombreux fans, etc., ça n'a aucun impact sur... Ça, l'impact, Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui est... c'est un homme public, celui-là que tout le monde souhaiterait voir de par sa qualité, de par son vécu footballistique, de par son talent. Donc, c'est pas ça. Le vote à la fédération, c'est les délégués. Et lorsqu'on n'a pas la sympathie des délégués, il faudra dire ça serait difficile parce que ce qu'on souhaiterait, c'est qu'ils se fassent bien accompagner et qu'ils soient attentifs aux autres qui ont... Mais les élections, c'est le 11 décembre, là, c'est plus pour longtemps. Oui, c'est le 11 décembre. Mais il faudra tout simplement dire Eugène sur ce plateau a été maintes fois dans ce sillage des élections. Il en sait quelque chose. Donc, il faudra tout simplement, moi je crois que ici, là, ce qu'on souhaiterait, c'est le projet du candidat. Et le panéliste Abouem l'a si bien dit, celui qui pourra faire déplacer les sponsors, celui qui pourra relever un peu le football sur le plan national, parce qu'il faudra dire les footballeurs, c'est ceux-là qui ne peuvent pas se nourrir de leur activité, parce qu'il faudra dire c'est très difficile actuellement d'être un footballeur sur le plan national. Donc, on espère tout simplement que le candidat qui aura ce bon projet, capable même d'amener des sponsors, des partenaires et donner plus de visibilité aux acteurs, que ce soit celui-là qui puisse amener les destinées du football camerounais vers les devants de la scène. Donc il faudra aussi dire que déjà ça traîne au niveau des équipes qui sont représentatives, qui se représentent au niveau des compétitions africaines. Ouais. C'est très difficile parce qu'il faudra dire le timing des programmations au niveau des débuts du championnat et le timing de programmation au niveau de la CAF. Le Cameroun est toujours en retard. Donc, il faudra relever tous ces manquements-là et le championnat jeune, parce qu'il faudra dire, si à la base le championnat n'existe pas chez les jeunes, comment est-ce que les équipes amateurs pourront approvisionner les équipes professionnelles? On pense à la relève alors? Oui, automatiquement. Donc, on espère tout simplement, comme je l'ai dit tantôt, le candidat qui serait à même, qui pourra amener tous ses partenaires, tous ses sponsors au niveau du Cameroun pour enfin faire décoller le football camerounais. J'ai bien envie de vous demander qui peut le faire selon vous. Mais la question que je vais poser à Raphaël Abouem dans sa sortie tout à l'heure, Samuel Eto'o semble mettre en garde. On va dire quoi, comme il a dit, le camp d'en face par rapport à une éventualité, une éventuelle menace des délégués, ceux qui lui ont accordé ces parrainages. Est-ce que on peut comprendre que dans les coulisses, c'est assez chaud aussi, comme on dit? Effectivement, je pense que tous les panélistes qui sont sur ce plateau sont un peu des gens introduits, chacun à son niveau, et on sait bien ce qui se passe. Monsieur Samuel Eto'o a dit tout à l'heure, sans ambiguïté, qu'il est le futur président de la Fédération camerounaise de football. Mais pour la simple raison que c'est une opération mathématique. On sait qui sont les délégués. Chacun a pris la calculatrice, a aujourd'hui fait le décompte des délégués qui sont acquis à sa cause. Et quand il fait l'addition, il peut savoir s'il est devant ou derrière. Et c'est pour ça que d'une certaine manière, de mon point de vue, il peut avec autant d'autorité dire que s'il n'y a pas tricherie ou magouille par rapport au camp d'en face, il est le futur président de la FECAFOOT. Parce qu'effectivement, les délégués, on les connaît, on connaît le nombre, et ce n'est pas un mystère. Maintenant, ce que je peux dire, et c'est regrettable, je pense que tout ça a été mal fagoté. Je pense que le Cameroun serait sorti gagnant si tout ça avait été négocié d'une autre manière. Parce que quand vous prenez Samuel Eto'o, quand vous prenez M. Samuel Eto'o, il représente ce que tout le monde entier connaît. Et le Cameroun en a besoin. Quand vous prenez M. Sédou, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui est humble, qui donne parfois l'impression de raser les murs parce qu'il est humble. Mais c'est quelqu'un qui a un vécu à la CAF. Vous savez, il n'y a pas un endroit où les gens magouillent comme à la CAF. Et à un moment donné,
Si vous voulez reprendre la main, là je parle du pays Cameroun. Si vous voulez reprendre la main, parce que je vais vous dire une chose, parce que même les désignations des matchs, des arbitres, les désignations des arbitres, pour les matchs comme ce qu'on a vu hier, quand vous contrôlez la CAF d'une certaine manière, vous avez la main mise, vous savez quel arbitre vous pouvez envoyer où. Même pour pénaliser un adversaire que vous redoutez, que vous ne voulez pas croiser, vous savez comment orienter même les arbitres. Donc il y a un intérêt réel du Cameroun de contrôler d'une certaine manière la CAF. Et je pense que si tout le monde avait pensé pour l'intérêt du pays, je pense qu'on aurait eu un consensus. Et ça aurait été dans l'intérêt général. Parce que le Cameroun, aujourd'hui, s'est tiré une balle au pied de se passer de l'entre-gens de M. Samuel Eto'o. Le Cameroun s'est tiré également une balle à la tête de se passer les services de M. Sédou, qui connaît les méandres de la CAF. Autre chose, M. Sédou est le 4e vice-président de la CAF. C'est un acquis pour le Cameroun. Aujourd'hui, quand vous regardez M. Samuel Eto'o en toute honnêteté, est-ce que vous pensez que son ambition, c'est vraiment la FECAFOOT? Moi, je suis persuadé que M. Samuel Eto'o voit la CAF. Et je vais même aller plus loin en disant, les gens de la CAF et de la FIFA l'ont vu venir. Parce que Samuel Eto'o aujourd'hui est capable de challenger Infantino à la FIFA. Samuel Eto'o est reçu par tous les chefs d'État africains. Faites un peu cette lecture. Il n'y a pas un chef d'État d'Afrique qui n'ouvre pas sa porte à Samuel Eto'o. Et vous savez, la FIFA, le continent africain est le continent qui a le plus de votes. La bataille, pourquoi Infantino veut contrôler la FECAFOOT? Parce qu'ils savent bien que Samuel Eto'o peut être une menace. Samuel Eto'o sait comment ils ont fait pour être élu. Et Samuel Eto'o peut utiliser les mêmes couloirs pour être candidat et être élu à la FIFA et même à la CAF. Parce que, vous savez, les élections à la CAF, c'est les chefs d'État qui donnent la consigne de vote. Vous allez voter pour tel candidat. Donc aujourd'hui, quand on voit, vous voyez sur les réseaux sociaux, les différentes tournées que Samuel Eto'o fait, il rencontre les chefs d'État partout. Mais moi, je pense que ce n'était pas pour la FECAFOOT. La FECAFOOT était un passage. Et c'est tout à son honneur d'avoir cette ambition. Maintenant, il faut que les autres essaient de se poser la question, est-ce que, si c'est ça sa stratégie, ça ne rentre pas dans l'intérêt du pays? Comment est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble pour conquérir ce podium-là? Parce qu'on a une personne qui est capable d'assurer cet objectif. Et c'est pour ça que j'ai dit le fait qu'il ne se soit pas entendu, c'est dommage pour l'intérêt national, parce que je pense que c'est très beau de voir M. Sédou Boumondioya, 4e vice-président de la CAF, oui, bien sûr. M. Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, qui vient parler avec autorité, parce que ce que les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, Samuel Eto'o s'est rendu compte que malgré tout ce qu'il représente, quand il va parler à la CAF, il ne parle pas avec autorité parce qu'il n'est pas élu. Et il s'en est rendu compte maintenant. Et il a donc compris qu'on ne peut pas entrer dans cette maison-là par la fenêtre, il faut entrer par la porte. Et je crois que ça aurait été dans l'intérêt, c'est dans l'intérêt général, dans l'intérêt du pays, qu'on ait des gens comme M. Jeanne Keke, qu'on ait des gens comme Joseph-Antoine Bell, qu'on ait les Jérémy Ndita, qui font du lobbying dans la maison. On a vu comment on a été mis en difficulté quand on nous a retiré la CAN. Ce sont les internationaux, les anciens footballeurs des autres pays qui, eux, sont élus, qui siègent à la CAF, qui défendaient le Cameroun. Après que le président Issa Hayatou soit parti, on n'avait plus personne. Ils ont dégagé tous les Camerounais qui étaient là-bas. Et quand il fallait donc défendre le Cameroun, c'est les étrangers qui défendaient le Cameroun. Et je crois que là, les gens doivent prendre conscience du fait que la bataille n'est pas seulement la FECAFOOT. Elle va au-delà. Mais si c'est un passage, ménageons donc le chemin pour que le futur champion aille avec des armes à la main afin de pouvoir mieux se battre.
tout le monde peut travailler avec Samuel Eto'o ou Seydou Mbomo à la FECAFOOT. Mais je crois que l'objectif aujourd'hui, c'est la CAF. Mais on a aussi besoin de quelqu'un qui est sérieux. Parce que quand on voit l'état dans lequel le football camerounais, sur le plan local, se trouve, et on voit là, les répercussions négatives à l'équipe nationale. Parce que à l'époque de M. Ekeke, quand vous prenez seulement le statut des Lions des années 90, il y avait combien de professionnels, il y avait combien d'amateurs. Et quand vous regardiez le niveau intrinsèque de ces footballeurs, il n'y avait pas une très grande différence entre les joueurs locaux et les professionnels. Parce que le championnat local était bien structuré. Et je vais vous dire autre chose. L'importance des joueurs locaux mixés aux professionnels en équipe nationale. Les joueurs locaux ont un fighting spirit parce qu'au contact du quotidien avec les populations, que les professionnels qui arrivent de l'Hexagone ont un peu perdu. Et ça nous donnait une équipe nationale très forte. Aujourd'hui, quand on regarde notre équipe nationale, on compte que sur les professionnels. Ouais. Et même quand l'entraîneur fait l'effort, parce que les médias font leur travail de critiquer l'absence des joueurs locaux en équipe nationale, quand le sélectionneur le prend, il se rend compte qu'il y a un très grand décalage entre les professionnels qui arrivent, qui ont des entraînements et des matchs dans les jambes, et les locaux qui sont sans compétition. Donc, aujourd'hui, les délégués qui vont élire le futur président, moi, si j'étais à leur place, je demanderais des garanties sérieuses à celui à qui on va donner nos mandats, afin qu'il s'engage à faire vivre le championnat local dans son ensemble de façon sérieuse. Quand vous parlez de garanties, vous faites allusion à quoi, par exemple, concrètement? Il y a beaucoup de choses qu'on peut donner en termes de garanties, Madame Makeda. Il y a beaucoup de choses. En proposant un projet sérieux, sur le papier, en donnant des garanties, des gages, que mon projet que je vous présente, voici ce sur quoi je me base pour vous démontrer que il va être mis en application. Vous comprenez? Moi, je sais par exemple que l'un des candidats a déjà une chaîne de télévision internationale qui est prête à diffuser le championnat local contre un bon chèque. C'est des choses comme ça, des choses concrètes que les messieurs qui, en tant que président de club, ont besoin. Parce que vous voyez, il y a des présidents de club qui vendent leur maison pour s'occuper des joueurs. Et ça, en 2021, ce n'est plus acceptable. Vous savez, quand vous voulez diriger la fédération, ce n'est pas une faveur de dire que vous allez venir avec les moyens pour aider les présidents de club à structurer leur équipe, à financer leur équipe. Ce n'est pas une faveur. C'est votre devoir. Si vous n'avez pas la capacité de sortir de votre poche, que vous ayez au moins l'entre-gens, le relationnel capable de venir renflouer les caisses pour permettre aux présidents de club de faire vivre leur club. Donc aujourd'hui, si moi je peux dire quelque chose aux délégués, qu'ils prennent conscience qu'ils ont l'avenir de leur mouvement entre leurs mains. Et que s'ils ratent cette occasion, c'est parti encore pour 10 ans. Et ce serait dommage. Vous insistez là-dessus. Alors, coach Vassilius et Sémé, on a compris, Raphaël, plusieurs facteurs justement dans le développement de son raisonnement. Le consensus n'a pas marché. Vous avez également souhaité que la solution soit trouvée sous cette forme-là, qu'il y ait un consensus entre les acteurs. Oui, mais s'il faut parler de consensus, il fallait commencer depuis la base. Vous savez, Jeanne vous a dit tout à l'heure qu'au niveau régional ici, on avait prôné pour le rassemblement. Oui. Et à un moment donné, on s'était dit, s'il y a plusieurs candidats, on devait faire les préliminaires en interne, afin que... Entre le président du club. Entre le président du club. Donc, certains, au départ, au regard de toute cette bonne ambiance qu'il avait au début, se sont mis au travail en arrière-plan. Et à un moment donné, se sentant et avoir la majorité, parce qu'en réalité, le cas Eto'o au niveau de la région du littoral ne se posait pas, quel que soit parmi les trois candidats, celui qui passerait,
tous les délégués étaient acquis à sa cause, dans la mesure où c'est un digne fils de la région. Et à partir de cet instant, au moment où il en trouvait mettre sa candidature au poste de président, il était de bon ton que la région du littoral le porte. Mais, quelque part, dans un sentiment profond, il n'a pas fait l'approche vers tous les acteurs sensibles de la région du littoral. Donc, il s'est contenté d'une partie parce qu'ayant la majorité acquise, et à un moment donné, certains ont été délaissés pour compte. Pourtant, il y a pas mal de la matière à pouvoir contribuer pour le développement du football. Donc, ça ne s'est pas passé comme ça au niveau départemental. C'est ce que je disais. Oui, ça ne s'est pas passé comme ça au niveau régional. Donc, qu'à ce niveau, ça arrive, cela renvoie toujours à cette envie personnelle de tout un chacun, bien que ce soit une envie légitime en tant qu'individu, que chacun ait des ambitions, que chacun ait la volonté de pouvoir se promouvoir en tant qu'individu, parce que nous sommes tous égaux. Donc, à un moment donné, face à ce genre de paramètres, on refuse d'aller vers la réalité. Et c'est d'ailleurs ce grand problème qui mine le football camerounais depuis 2009. Ça, il faut le dire. Si on veut rentrer sur cette base, vous allez vous rendre compte que ce sont toujours ces luttes de camp et ces luttes de gros moyens, parce que la fédération génère quand même beaucoup d'argent. Et dans ces combats, il y a des groupes suffisamment forts, suffisamment solides, qui s'éteignissent, même si, à un moment donné, les leaders changent. Vous savez, on a connu 2 périodes comment on peut dire, de normalisation. Voyez-vous, cette normalisation elle-même, elle n'a pas apporté grand-chose. On a eu de très grands professeurs agrégés à la tête. Pourtant, une élection a été annulée, bien que ce soit bien déroulé sur le terrain, simplement pour des problèmes de texte. Donc, vous avez aussi eu un brillant avocat. Effectivement, qui est arrivé après. Donc, ces problèmes perdus. Et quand on voit avec quel âne, aujourd'hui, on est toujours dans des tribunaux, les décisions du CCA qui ne sont pas respectées, les décisions du TAS eux-mêmes qui ne sont pas totalement appliquées. À un moment donné, vous comprenez, on peut bien se poser la question, qu'est-ce qui fait courir autant les Camerounais? Or, M. Mbombo Njoya, ça, dans l'histoire, il faut aussi revenir là-dessus. Nous aimons tous Samuel, mais on est ici pour étayer la lanterne de tous ceux qui nous écoutent. À un moment donné, il y a eu un grand footballeur de légende aussi, qui était de la région, dont Samuel a plutôt milité pour l'expérience de Mbombo Njoya. Et Bell, comme ça, a perdu une place pour la 2e fois, où il se présentait à une élection qui était presque totalement acquise. Donc rien ne nous dit ici que, bien qu'aujourd'hui, sur la place populaire, on reconnaît cette place de légende. Quand je suis M. Abouem parler, je comprends qu'au profond de lui-même, il voudrait véritablement qu'on concède à Ito la présidence de la fédération. Mais Samuel doit travailler. Il doit travailler avec beaucoup d'humilité. Il doit aller vers les acteurs. Il devrait mettre à côté le fait qu'il ait une ancienne gloire, une légende de football. À un moment donné, il n'aime pas cela. Parce que c'est des gens qui dépensent de leur argent au quotidien, ils ont de leur orgueil et ils sont longtemps dans ce football. Ils savent, eux, pourquoi ça coince et pourquoi ça n'avance pas. Donc, à un moment donné, il faut donc prôner ce rassemblement-là. Mais quand on voit des sorties, vous allez vous rendre compte que c'est du jeu, du tout ou rien, parce que chacun se doit dans l'optique de pouvoir être. Et quand ça va dans ce sens, celui qui gagnera sera celui qui aura le mieux convaincu les électeurs, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez ce que Didier Drogba a eu en Côte d'Ivoire, donc ce n'est pas un problème de popularité. Et tout à l'heure, on a évoqué un problème intéressant. Moi, venant dans ce programme, même si je venais parler de l'Académie nationale de football, pour parler des élections aujourd'hui, on aurait été plus heureux de voir que les candidats ont déjà mis des programmes à l'endroit des communicateurs que nous sommes, des analystes ou des consultants, des personnes attitrées, des acteurs du football très anciens dans le domaine. Mais jusqu'ici, on ne voit que des gages. On ne voit que des gages. M. Aboué m'a dit tout à l'heure, il y a la promesse d'une télé, ce n'est pas la première. L'équipe de M. Tombi ça s'était dit en coulisses qu'il y aura. Le problème de Tombi, ce n'est pas lui. Il avait commencé un bon travail, un chantier, mais il a été rattrapé une fois de plus par nos guéguerres. Le problème de consensus, combien de fois on a appelé les gens au consensus, à la présidence, au premier ministère? Les gens n'arrivent pas à s'entendre du tout. Donc, ça ira là. N'oublions pas que, pour l'instant, je l'ai toujours dit, il en déplaise aux Camerounais,
le président par intérim qui est à la tête de ce processus, Seydou Mbondia, c'est le seul interlocuteur de la Fédération camerounaise de football en ce moment. Donc c'est une élection à risque, mais tous les acteurs se sont dit, puisqu'elle a la caution du gouvernement, il faut y aller. Et beaucoup se seraient attendus que M. Eto'o œuvre d'abord pour la calmie, afin que soit les décisions soient appliquées pour qu'on aille dans un processus sain qui ne court pas le risque, parce qu'il faut protéger la CAN, voire un processus électoral qui va arriver à son terme et qui pourra être annulé au lendemain de la CAN. Mais non, tel n'a pas été le cas. Donc il va dans le sens que... Même s'il a quand même décrié certains dysfonctionnements. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas qu'il fait mal, mais c'est pour vous dire combien la fédération est une dame qui attire. Donc, il y a ce fait-là. Donc, l'élection va aller à son bout parce que jusqu'à l'heure actuelle, la commission électorale, ce qu'elle a fait de sensationnel, c'est qu'elle a commis un programme. Tout à fait. Et le programme, dans le processus, est en train de suivre son cours. À un moment donné, dès les départementaux, le collège électoral a été attaqué par Mabouan Kessa. Il y a un jugement qui a été rendu, qui a été battu à la touche. Donc le processus continue. On ne peut pas aujourd'hui en vouloir à Samuel d'aller au bout de ce processus parce que, dit-on, peut-être il sera annulé ou pas. Les faits sont là. Les faits sont là. C'est que dans la façon de la majeure totalité des acteurs de football au Cameroun, il y a une faction qui continue à penser que le processus actuel est dans l'illégalité, même s'il est en train de suivre son cours. Eux qui sont dans cette posture sont dans la droite mission, des missions qui leur ont été confiées à travers la FIFA qui a bien voulu, au lieu de mettre un troisième comité de normalisation, permettre que le groupe pour les exécutifs ou les organes en place qui ont été annulés prennent les rênes et qui continuent à gérer le mouvement sportif camerounais. Donc c'est de ça qu'il s'agit. On attendra de voir, certainement, Samuel a déclaré sa candidature aujourd'hui, on attendra voir les programmes, comment le déroulé se fera sur le terrain. Si un programme est bien détaillé, on peut voir en filigrane quelles peuvent être les garanties. On attendra aussi de voir le programme des autres candidatures. Et si pour une fois, le Cameroun veut cela jouer grand, pourquoi ne pas organiser des débats ou des échanges entre les différents candidats pour que les électeurs, dont les délégués, aient suffisamment du temps pour pouvoir aller élire. Maintenant, on a 10 régions. Lorsque vous avez 6 régions, vous êtes sûr presque à 60% de contrôler l'élection. Et n'oublions pas aussi que l'élection, c'est un jeu. Vous pouvez avoir des acquis, mais qui en une nuit peuvent être renversés. Cela s'est vu. Donc moi je dis, pour le moment, Samuel a déclaré sa candidature. Le ton a été très fort, ça il faut le dire. Par conviction, il a le souhait, il veut. On peut dire presque qu'il est en train de demander aux Camerounais de lui accorder cette chance. De lui laisser gérer la fédération et de le juger, n'est-ce pas, au pied de l'ouvrage. Bon, maintenant, qu'est-ce que le camp d'en face va préparer? C'est ça les élections. Oui, vous souhaitez réagir, Raphaël Abouem? Je voudrais puis Eugène va apporter un peu de précision sur les propos de notre frère et copanéliste. Je crois qu'aujourd'hui, le Cameroun traverse des moments compliqués, que ce soit sur le plan politique ou économique. Et à ces moments-là, chaque pays a besoin des symboles forts. Vous étiez au stade hier, Makeda? Vous étiez au stade hier? Est-ce que vous avez vu le match hier? Vous avez un peu vu ce qui s'est passé à un moment? Les réalisateurs ont mis l'image de M. Samuel Eto'o. Le stade a applaudi. Et à un moment, ils ont remis l'image de M. Seydou et les gens ont hué. On peut dire quoi? Juste pour dire que, à mon humble avis, l'image que Samuel Eto'o renvoie, on peut l'utiliser à bon escient. Peut-être que le monsieur n'a pas toutes les qualités, personne n'est parfait. Je ne suis pas un membre de sa campagne, mais je crois que Samuel Eto'o a quelque chose de sérieux que le football
dans son ensemble au Cameroun aujourd'hui, peut s'en servir. Et pour moi qui ne suis pas un acteur direct, je dis ce serait regrettable de ne pas s'en servir. Est-ce que M. Sédou peut être utile? La réponse est oui. Est-ce que ces gens peuvent travailler ensemble? L'intelligence aurait obligé ces gens à travailler ensemble. Parce que chacun a ses qualités et chacun a ses défauts. Chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients. Si je suis les délégués, on parle de la candidature de Bell, je vais vous dire qu'à l'époque, c'était pratiquement la même chose. Si vous posez la question à M. Vincent Onana, il va vous dire que lui-même était sûr, après le débat télévisé, dont moi-même je suis militant, moi je souhaite qu'il y ait un débat télévisé où ces gens exposent leurs projets aux Camerounais. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, le football est l'opium des Camerounais. La seule chose pour laquelle les Camerounais sont tous d'accord, où il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de région, c'est les Lions indomptables. Est-ce que hier, pendant le match au stade, là, vous avez vu quelqu'un vous dit je suis Bamileko, je suis Bafia, on était tous Camerounais en train de chanter pour les Lions. Donc je crois que les délégués doivent, ils ont la clé, qu'ils choisissent le meilleur candidat possible pour l'intérêt général. Parce que je vais vous dire, à l'époque de Bell, Bell aurait gagné l'élection. Si vous posez la question, Feu Maïbi, malheureusement, il nous a quittés. Si vous allez poser la question à certaines personnes qui étaient très proches de M. Bell, ils vont vous dire que dans la journée, quand ils allaient au palais des congrès, Bell était président de la FECAFOOT. Mais à la dernière minute, les délégués ont posé une condition en disant, nous, on sait que Bell sera le meilleur candidat. Il est le meilleur candidat. Il sera le meilleur président. Mais voici notre condition. Et cette condition-là n'a pas... Et c'est à leur regret qu'ils ont voté M. Vincent Onana. Ça, c'est aussi la vérité. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Pas pudeur. Donc, je crois que le clan de Samuel a tiré les leçons. Et je crois que, vu comment je l'ai écouté parler, il a vraiment tiré les leçons de l'échec de M. Joseph-Antoine Bell. Il ne va pas commettre la même erreur. Parce que vous savez, les délégués existent seulement quand il y a l'élection. C'est ça le drame. Il y en a même, comme a dit M. Keke, qui sont délégués, mais qui ne sont même pas les vrais acteurs du football au quotidien. Mais vous savez, ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ils vendent leur vote. Malheureusement. Et c'est pour ça que on disait, si on voulait vraiment régler le problème du football, pour que ce soit un jeu sain, il lui fallut qu'on extrait déjà tous ceux qui ne sont pas les vrais acteurs dans le processus. Parce que vous savez, un président de club qui a déjà hypothéqué sa maison pour financer son club, je vous assure que s'il est en position de délégué, il va voter celui qui va venir lui donner les garanties qu'il n'aura pas besoin d'hypothéquer le dernier terrain qui lui reste pour faire vivre son club. C'est de ça qu'il s'agit. Et même, quand vous voyez les sommes dont on parle, elles sont dérisoires. C'est ça la vérité aussi. Donc, pour une fois, moi j'ai dit aux délégués qu'ils sauvent ce qu'ils appellent leur football. Qu'ils oublient ce petit marchandage dans lequel tout le monde est et qui vote le meilleur candidat, celui qui leur aura proposé le meilleur programme. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec lui en disant il faut qu'il y ait un débat télévisé et que les Camerounais soient témoins. Et puis à la fin, on pourra se dire mais pourquoi malgré le programme que tel a présenté, pourquoi c'est l'autre qui est passé? Et puis les délégués seront mis devant les responsabilités. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on en arrive là. Eugène, ça vous fait sourire? Oui, je pense d'abord que tout à l'heure, par l'argumentation qui a été développée, l'agenda caché, il faut faire attention. La FECAFOOT ne peut pas être un marchepied pour d'autres objectifs. Le point où la fédération se retrouve, notre football est très malade. On a besoin vraiment de quelqu'un qui vient vraiment avec une intention réelle de travailler. Voilà, de mettre le bleu et de travailler. Mais pas quelqu'un qui vient en disant je vais être président de la FIFA ou la CAF. La deuxième chose, le deuxième argument qui a été un des éléments, c'est vrai,
que certains délégués, vous dites que certains délégués vont vendre leur vote. Il faut essayer de connaître. Il est important de connaître le milieu. Il faut connaître ce milieu. Dans ces délégués, il y a des régions. Il y a des régions qui sont très homogènes. C'est-à-dire que quand elles arrivent déjà avec une position. Si on tranchait. C'est des gens fidèles. Il y a un jour, je ne donnerai pas la région. Je viens donc de... C'était même à l'époque de... On en avait un an. Et il me dit, Eugène, il y a un proverbe qui dit chez nous, vaut mieux aller au marché de la mort qu'au marché de la honte. C'est-à-dire que eux, c'est une question de principe. Et quand ils arrivent, ils ont des leaders. Et ils suivent le leader. Il y a certaines régions qui arrivent. Il n'y a pas qui arrivent. Et je dirais, par exemple, le problème qu'ils opposaient que dans les dernières élections, les régions qui font la différence, c'était le Grand Nord. Parce qu'ils arrivent avec 3 régions qui ont... C'est eux qui font la balance. Hein. Et après, avec Oshi, nos frères anglophones sont venus aussi ensemble. Et malheureusement ou heureusement, dans la stratégie, les régions viennent en posant leurs conditions. En posant les conditions. On vous soutient, mais voilà ce que nous voulons. Donc il faut connaître cela, être capable d'analyser et de voir quelles sont les alliances qui sont possibles. Et c'est la raison pour laquelle j'ai regretté que la délégation du littoral n'est pas des gens d'expérience, connaissant ce milieu, voilà, capable d'aller rencontrer les autres. C'est un peu la faiblesse un peu de cette délégation. Parce qu'il faut connaître ces gens-là. J'ai la chance, ça fait peut-être la 5e élection, ça fait 20 ans que je suis là-dedans. Et sincèrement, c'est-à-dire que quand on est dans ma posture, on a beaucoup plus à donner qu'à recevoir. Et là, à la rigueur, on a envie d'accompagner les jeunes parce qu'il faut que la relève se fasse aussi. Oui. On a envie d'accompagner les jeunes. Il y a des jeunes, par exemple, qui ont... Moi, je vois, par exemple, le jeune Fokou, très généreux, très volontaire, mais il n'a pas encore l'expérience. C'est-à-dire qu'il nous appartient, nous, de les accompagner. D'ailleurs, une fois, je lui ai dit, écoute, il faut que tu viennes, il faut que tu vois comment ça se passe. Oui. Bon. Mais par contre, il faut du temps pour comprendre comment ça se passe. Et tant qu'on ne fait pas cette analyse-là, de savoir quelles sont les régions dont on a besoin. Et là, par exemple, là, l'avantage de M. Sédou, c'est quoi? C'est qu'il part, dès le départ, avec l'Ouest et le Nord. Il a déjà 4 régions. C'est ça son avantage. Le Grand Nord. Le Grand Nord. Le Grand Nord. C'est-à-dire qu'il a déjà 4 régions. Donc, comme lorsqu'ils sont sur son calcul, si jamais il arrive à faire adhérer, à conquérir 2 régions, il est pratiquement la majorité. Et quand on regarde, par exemple, la dispersion des clubs d'élite, oui. Il y en a, et un certain nombre, elle est majoritairement de l'Ouest. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut analyser objectivement. Bon, ce que je vais dire par rapport au programme, malheureusement, le temps est court. Parce que ce n'est pas un débat télévisé qui va trancher, mais c'est le corps à corps. Oui. C'est-à-dire aller vers ces gens, les convaincre. Les convaincre. Pour que, effectivement, c'est dommage, parce que malheureusement, c'est-à-dire qu'il y a un moment de l'élection, quelqu'un qui a dépensé son argent pendant 4 ans. 4 ans, mais c'est une souffrance. Et quand, par exemple, le championnat commence, il s'arrête, il reprend, ce sont des charges. Et je vous assure, par exemple, au niveau de la région, il y a des gens qui saignent leur budget. C'est-à-dire, parfois, ce sont les repas de la famille, parfois, qui sautent pour que l'équipe puisse voyager. Pour que et malheureusement, c'est la raison pour laquelle Barcelos disait, ils sont tellement habitués aussi aux gens qui arrivent 2 mois avant et qui font les promesses. Ils ne croient plus aux promesses. Ils croient de moins en moins aux promesses. Bon, et je dis,
cette élection, vraiment que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Il faut y aller avec beaucoup d'humilité, surtout rassembler. Beaucoup écouter. Beaucoup écouter. Beaucoup écouter. On ne fera pas... Surtout... Parce que là, en plus, il y a un autre problème. Il y a un autre donne. Vous savez, la victoire d'hier, là, elle est hyper importante. Parce que si on ne va pas en Coupe du Monde, il y aura un manque gagné sur le plan financier et qui va nous mettre dans une crise énorme. Et en plus, dans un contexte où l'État est en train de dire il ne nous appartient pas de payer les footballeurs comme des fonctionnaires, c'est-à-dire de retirer. Donc il est urgent de créer une économie capable de générer des revenus pour que le football puisse vivre. Et là, il faudrait que le président puisse aller en discussion avec l'État, dire à l'État, ça fait peut-être plus de 10 ans, vous avez promis de nous accompagner à court terme et que le football allait rouler de ses propres ailes. Donnez-nous encore 3 ans. Et dans 3 ans, on vous promet qu'on... Mais sinon, là, actuellement, le football camerounais a besoin de l'accompagnement de l'État. Au moins dans les 3 ans, là, je tente que cette économie-là se fasse. Et là, question d'humilité, il ne faut pas faire des promesses, parce que quand on regarde, le général Sénégal en fait aussi. C'est le moment, on en fait. Mais soyons réalistes, ne tombons pas dans ces choses. Le temps est court, malheureusement. Les programmes ne sont pas encore là, donc ils ne sont pas encore lisibles, ils ne sont pas encore... ça n'est pas encore imprégné. Il faudrait vraiment que là, il faut beaucoup d'habileté, mais c'est la raison pour laquelle moi je pense le plus important. 1, rassembler. 2, essayer de discuter avec l'État, l'État accompagne, parce qu'aujourd'hui, quel est le club camerounais à part Coton Sport qui peut aller dans le haut niveau? Comme à part Coton Sport, il y a 2 clubs qui payent les salaires des joueurs, qui payent les entraîneurs. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas faire... Le professionnalisme est un costume qui est trop grand pour le moment. Donc c'est la raison pour laquelle l'enjeu est important. L'enjeu est important. Et c'est pas que moi j'invite vraiment Sédou à s'ouvrir. À s'ouvrir, ne pas être dans la démarche de clan, mais être dans une démarche ouverte, rassembler et vraiment prendre des engagements. Parce que les gens ont même envie d'avoir confiance, de croire. Ce qu'on a vu hier au stade, vraiment, ça donne beaucoup d'espoir. C'est-à-dire quand on regarde le stade, ce sont des clients potentiels capables de revenir au stade, à condition qu'on leur donne un environnement, une envie, un spectacle. Alors, est-ce que c'est peut-être trop tôt de vous demander, Eugène Ekeke, d'après vous, avoir aussi, en attendant peut-être l'officialisation des candidatures d'ici le 25 novembre, date à laquelle la Commission électorale va publier justement la liste des candidats pour ces élections. On a suivi, par exemple, il y a eu Jules Denis Nona qui s'est prononcé, qui a émis la volonté d'être président. Il y a Emmanuel Mabouankessa, qui a Samuel Eto'o, Sédou Bombondjoya, ça se dit en coulisses, c'est pas encore officiel. Est-ce que c'est un peu trop tôt de vous demander à vous, quel est pour vous, qui pour vous semble avoir le meilleur profil pour gérer la fédération désormais? Oui, quand Jules, c'est un ami, c'est un collègue, c'est un frère, c'est un compagnon. Et nous en avons encore discuté hier, on était côte à côte, on a passé 2 heures ou 3 heures ensemble. Jules a des choses à dire, il a des propositions à faire. Oui. Et d'ailleurs, il est conscient surtout, pour lui, il faut rassembler la famille de football. Il faut rassembler les familles de football. Alors, on ne peut pas continuer avec un football et des footballeurs qui ne vivent pas de leur truc. Ce n'est pas possible. Pas seulement les footballeurs, les entraîneurs. Les arbitres, c'est peut-être un peu mieux, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Pourtant, il y a de l'argent. Le football est un produit porteur. Jules a des choses à dire et il va s'exprimer. Mais je pense que Jules est très ouvert. Jules est très ouvert. Les candidats doivent l'approcher. Comme tout à l'heure, il a parlé de
de Joseph-Antoine Bell et de... Raphaël. Oui, j'étais là. Et je me rappelle encore la dernière négociation. La nuit, quand on a fait le tour, on allait dans la négociation avec Vincent. Quand on est arrivé au QG de Vincent, je savais que ça serait difficile. Ça serait difficile. Et le lendemain matin, quand on arrive au Mont-Fébé, on a une dernière réunion avec l'équipe de Vincent. Face à face. Et Vincent dit, écoute, Jo, il n'y a pas de problème. Moi, je suis sûr de gagner. Je te propose d'être mon vice-président. Je propose d'être mon vice-président. J'ai regretté, j'aurais dû peser de tout mon poids pour que Jo accepte. Parce que malheureusement, c'est le premier vice-président qui est devenu président et qui est resté longtemps, il y a Mohamed. Oui. Monsieur Kéké dit bien des choses, mais il saute l'essentiel. En fait, ce qu'il faut préciser, c'est que les délégués, dans leur ensemble, viennent voir les représentants de M. Joseph-Antoine Bell. Ils leur disent des choses. Ils disent, voilà nos conditions. S'il accepte, on va tous voter pour lui. C'est le refus. Non, les gars vont donc passer le message à l'autre pour dire, OK, on va voter pour toi. Il y a une seconde. Oui, j'étais pratiquement un des responsables. Et on avait pris une salle, on avait toute la logistique pour recevoir les délégués, etc. Et malheureusement, c'est-à-dire que dans ce milieu, et dans le monde politique en général, parfois on peut y aller avec des valeurs. On peut y aller avec des valeurs. Exactement. Joseph-Antoine Bell, ni moi-même, je ne pouvons pas entrer dans le sens de payer les voix. Sinon, ça serait nous réunir. C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Donc, j'étais là et peut-être, mais par contre, il y avait un courant jeune qui était prêt à suivre. Il y a même des gens qui étaient prêts à payer. Ils ont dit à Bell, comme c'est toi le président, il faut que tu dises seulement oui. Et nous, on va gérer. Il a dit non. Et c'est tout à son honneur. C'est tout à son honneur. Il a dit non. Et puis, bon, les gars ont dit, OK, on va voter. Par contre, il serait bien que les deux candidats soient ouverts au consensus. C'est-à-dire que beaucoup d'humilité. Il faudrait que les deux soient. Il faudrait vraiment que les deux soient prêts au consensus. Si c'est pour l'intérêt du football. Et je pense même que... Mais quand même, dans ses déclarations, Samuel Eto'o, il a été clair, hein, le poste de vice-président, il faut oublier. Lui, il doit être président. Sur le plateau, que comme le candidat est déjà 4e vice-président au niveau de la CAF, il pouvait plutôt manager Samuel Eto'o au niveau de la présidence de la Fédération camerounaise de football. Mais tel que c'est parti là, ça pourrait pas être facile parce que Bassile le disait, il fallait déjà aller au niveau de la base. Voilà. Je crois que M. Kéké dit quelque chose de très pertinent. En réalité, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable. Il y a un problème de personnes qui pourrit un peu l'ambiance. Ceux qui sont proches de ces deux ténors devraient travailler à les rapprocher parce que je pense que ce n'est pas perdu. Il y a encore quelque chose à faire. Là, il y a un problème d'honneur. Et je ne sais pas pourquoi, c'est de l'orgueil. Chacun dit, OK, voilà, moi je t'ai parrainé, je t'ai mis là. Maintenant, si je dis que je veux venir être là, il faut que tu dégages. Et l'autre, il vous dit, oui, bon, c'est bien, c'est lui qui m'a mis, mais... Moi, je suis arrivé, j'ai pris goût, je pense que j'ai aussi des choses à prouver, qu'on me laisse encore prouver ce que j'ai à prouver. Et les autres, ils disent, non, tu as eu le temps et tu n'as pas respecté la feuille de route qu'on t'a tracée, maintenant tu dégages. Donc, vous voyez, c'est juste un problème d'orgueil. Là, on ne parle même pas de football. Si on pouvait parler de football, ces gens s'asseyeraient ensemble, comme ils étaient dans le passé. Ils se disent, voilà, il y a eu des malentendus, il y a eu des divergences de point de vue. OK, ça peut arriver dans la vie, c'est une œuvre humaine, une œuvre collective. Elle ne peut pas être parfaite. Trouvons le moyen de sauver la France. Parce que, moi, je leur ai dit à eux tous, le perdant de votre confrontation, ce sera le football. D'où
l'urgence pour celui qui va gagner. J'ai dit pour celui qui va gagner, de tendre la main à l'autre, parce qu'on a tous besoin de ces gens pour servir le football de ce pays. Et je n'avais pas fini de répondre à ma question sur celui qui paraît avoir le meilleur profil pour gérer. Vous avez commencé par parler de Jules Denis. Oui, maintenant, quand vous regardez Samuel est populaire. Samuel a beaucoup de... il est aimé. Il peut même ouvrir les portes. Mais là, on est dans une question de management. Une question, il faut gérer les hommes. Et il faut créer une économie. Même si on a des collaborateurs, il y a un moment où il faut décider. Ouais. Ça, c'est la besoin vraiment d'un leader, d'un manager. Sédou a aussi l'avantage de l'expérience. Il a travaillé à la CAF, il connaît le milieu. À un moment donné, il a été même président fédéral de football. Il est toujours 4e vice-président de la CAF. La CAF. Donc, et en ce moment, il est sur le terrain et il connaît les acteurs. Il connaît les acteurs. Et bon, je pense que voilà les candidats qui ont les meilleures chances. Et moi, je vous ai dit pourquoi. Moi, pour le moment, si à condition que Sédou ouvre ou s'ouvre pour accepter prendre un système d'engagement, j'en ai un exemple de football jeune. S'il s'ouvre, je pense que ça c'est ça le meilleur. Ça me paraît intéressante. D'accord. Peut-être un mot rapidement pour terminer, coach Vassieuse, meilleur profil d'après vous? Ou c'est trop tôt de le demander? Oui, c'est beaucoup trop demandé. Moi, je pense que chacun a ses cartes en main. Et on n'a pas du mal si c'est Samuel qui passe ou c'est Sédou qui passe. Sédou, l'intérim qu'il est en train de jouer est un peu très contesté parce que il y a beaucoup de bruit, de casseroles et tout. Il n'a pas véritablement eu le temps de gérer sa mandature. Et voyez-vous, avec tout ce qui se passe, et c'est un peu ça aussi la campagne, chacun peut dire ce qu'il veut de l'autre, mais véritablement, comme M. Abouem l'a dit, la balle est dans le camp des délégués. Personnellement, je prône pour le rassemblement parce que nous sommes dans le football à plusieurs titres, entraîneur, acteur, promoteur de football, formateur de jeunes, instructeur d'entraînement. Donc à partir de là, nous avons beaucoup d'attentes. On a des attentes au niveau de l'organisation du championnat, de la structuration des clubs, au niveau de la qualité de notre football. Aujourd'hui, où on va avoir les infrastructures après la CAN, il faut bien qu'on arrive notre calendrier au niveau du championnat international, que le footballeur puisse véritablement vivre de son métier, que le football camerounais décolle. Et quand on parle du décollage, on ne pense qu'aux clubs d'élite. Il y a des clubs amateurs qui sont le vivier avec le football à la base, notamment le football jeune. Donc tout cela a besoin de voir une traçabilité, des liens ou des chaînes qui se tiennent de la base vers le sommet, et pour que vive le football camerounais. Maintenant, cela doit se faire, et comme je l'ai dit, la plupart du temps, l'argent est un facteur trop néfaste dans notre football, dans la mesure où il est très facile d'aller faire changer d'avis, d'objectivité à des personnes parce qu'il y a de l'argent pour un temps sur la table, et à un moment donné, on finira par faire des bureaux qui, n'est-ce pas, n'ont pas la représentativité qui devait donner la vraie valeur au football camerounais. À une exception près, à certains postes, on trouvera des personnes. Et pourtant, le leader d'un camp, lorsqu'il va gagner l'élection, ce sera son élection, l'élection de son camp. C'est pourquoi tout le monde sur ce panel est unanime qu'il faut prôner le rassemblement, il faut réunir les acteurs et il faut aller vers ceux qui n'ont pas de moyens, mais qui ont quand même de l'intelligence à donner au football camerounais parce qu'ils sont compétents, ils sont qualifiés, ils sont les hommes du terrain dont le football camerounais en a le plus besoin. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Oui, ce n'est pas simplement une question d'argent, une question de statut ou de posture aussi. Donc il faut tenir compte de tout cela pour que le football aille vers l'avant. Si Samuel joue d'une popularité, et Jeanne l'a dit, je pense que M. Abouem partage le même avis, il y a une question de management aujourd'hui, mais moi j'ai dit qu'avec l'humilité, Samuel gagnera l'élection. Si avec l'humilité, il descend un tout petit peu du piédestal du footballeur populaire, qui change un peu de ton et de discours, véritablement, les délégués n'hésiteront pas, un temps soit peu, à pouvoir lui donner les voix. Pourquoi pas ces mêmes délégués seront à même de dire au président Sédou
que véritablement tu as tracé le chemin. Donnons la possibilité à Samuel d'aller jusqu'au bout. Mais maintenant, je a vraiment relevé un dernier aspect. Il a parlé d'ego. Ouais. Et c'est pourquoi j'ai dit, nous ne sommes tous égaux. Et chacun, en tant qu'individu, a le droit de postuler vivement que les partis travaillent autour pour qu'à la sortie, qu'on ait une équipe dirigeante, un exécutif à la fédération qui peut répondre aux attentes des sportifs camerounais. Sur le terrain. Évidemment, on aura l'occasion de revenir sur ces élections au fur et à mesure que le processus va donc avancer. On va rappeler que demain, 18 novembre, délai des dépôts de candidature en ce qui concerne le chronogramme des élections rendues publiques il y a plusieurs semaines par la commission électorale. 25 novembre, publication des listes des candidats. 2 décembre, examen d'éventuels recours. 3 décembre, envoi convocation de l'Assemblée générale extraordinaire fédérale. Et puis le 11 décembre, tenue de l'Assemblée générale et élection aussi au sein du comité exécutif. Voilà, ce sera l'essentiel de la première partie de cette émission. On aura l'occasion de revenir plus tard dans nos prochaines éditions, évidemment, sur ce dîner sportif qui a été organisé pour essayer de parler du droit du sport du côté de Yaoundé. On va y revenir. Donc, on rentre dans la seconde partie de l'émission consacrée au débat. Et ce soir, 2 thématiques majeures. On va parler des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et on parlera tout à l'heure aussi de l'ANAFoot qui se déploie sur le terrain. Alors, ce match hier, Eugène, entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, 1-0 service minimum et c'était assez suffisant quand même pour permettre au Cameroun de se qualifier pour les barrages de cette Coupe du Monde. Comment est-ce que vous avez trouvé l'équipe camerounaise, le match même de manière globale? Le match global, c'est un grand match. C'est un très beau match. Vraiment, un très très beau match. J'avais beaucoup d'appréhension parce que cette équipe de la Côte d'Ivoire est une très bonne équipe. Elle n'est pas très très bien classée. Elle n'est pas la 10 première nation africaine, mais c'est une équipe qui monte. Et je pense que nous avons tous souffert jusqu'à la dernière minute. On était crispés, on avait peur. Parce que cette équipe, après le premier but, elle est montée d'un cran. En deuxième mi-temps, elle est montée encore d'un cran. Et c'était un beau match. J'ai aimé les Lions, surtout les 20 premières minutes. Autant au match aller, ils étaient plus agressifs que nous. Autant là, dans les 20 premières minutes, on gagnait les duels. Et malheureusement, le problème qui se pose pour tout entraîneur avant un match, c'est le choix stratégique. Oui. On en parlait, on s'est retrouvés dans un plateau. Le problème du Cameroun, c'est l'entraîneur se demande est-ce que je vais les chercher. Et si je les cherche, je vais les chercher. Je suis obligé d'ouvrir derrière. Si je prends un but, je risque de tout perdre. Ça sera plus difficile. Qu'est-ce que je fais? Il y a des choix à faire. Et chez Patrick Baumel, le problème c'était qu'est-ce que je fais? J'ai l'avantage, il me faut un match nul. J'attends et le Cameroun est obligé d'attaquer. En attaquant, ils vont laisser des espaces derrière et c'est le bonus pour moi. Je vais contre-attaquer. Mais par contre, il n'a pas dans ce cas aussi, parce que quand tu veux jouer comme ça, jouer bas, fermé, il faut avoir une équipe expérimentée. Souvent dans les clubs, il y a des gens comme l'entraîneur d'Atlético qui l'a réussi, Mourinho l'avait réussi, mais tu as le temps de travailler sur l'entraînement. Il y a la défense qui est patiente, qui sait se couvrir. Et tu peux jouer comme ça 90 minutes sans avoir l'assurance que tu ne prendras pas de but. Mais dans un contexte comme ça, ce n'est pas évident. Il peut toujours avoir une erreur. Et là, malheureusement, dans les 15 premiers minutes, j'avais l'impression que parce que le Cameroun a pris le match à main. Et moi, j'ai été agréablement surpris par la maîtrise collective. Dans les 20 premières minutes, c'est-à-dire que c'est la première fois que moi je vois les Lions à ce niveau-là. Le ballon a circulé, à gauche, on allait à gauche, on allait à droite, il y avait quelques combinaisons, il y avait des gestes techniques. Et heureusement, sur une bonne récupération haute du milieu de terrain, on trouve la profondeur et ce but, il y a une erreur aussi du côté ivoirien. Et après ce but, à la fin en deuxième mi-temps, il fallait souffrir.
on a souffert. Ouais. Les joueurs ont tout donné, d'ailleurs les deux côtés. Et c'est pour ça que c'était un très bon match. Les joueurs ont été généreux. Tout le monde allait au bout de ses efforts. Et sur les détails, la différence s'est faite du côté Cameroun parce que la Côte d'Ivoire a eu des occasions. Oui. Il y a eu les barres, etc. Et un super André Onana. Bravo cette victoire. Et surtout, ça fait longtemps que les Camerounais n'ont pas vécu ça. C'est-à-dire que le stade avec son acoustique, à un moment donné, quand l'hymne chantait, on entendait aussi ces voix d'hommes qui montaient. Alors, moi, j'avais la chair de poule. Ouais. Et quand on rentrait, cette IAS, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vécu. Et c'était un grand moment vraiment pour le Cameroun de se retrouver. Je disais tout à l'heure, à ce moment-là, il n'y a pas de clivage politique, il n'y a pas de clivage tribaux, il n'y a pas de clivage religieux. Et là, nous vibrons et tout le monde, on dansait parce que c'était comme si on avait joué. Alors, merci aux Lions pour ces émotions. Merci pour la générosité qu'ils ont affichée. Merci pour la sueur. Et j'espère que maintenant, la deuxième partie sera aussi heureuse. Pour les barrages. Alors, Adonis Yamen qui assure la réalisation ce soir, est-ce qu'on pourrait justement regarder ce reportage-là sur la réaction des supporters qu'on a enregistrés aujourd'hui au lendemain de ce match? Comment est-ce qu'ils ont trouvé la rencontre? Qu'est-ce qu'ils pensent justement de cette équipe camerounaise et de la prochaine étape, à savoir les barrages qui interpellent évidemment le Cameroun? Adonis Yamen, ce vox papier sur les supporters réalisé par Oriane Donkensi, on peut la voir. L'équipe à Vincent Aboubakar a servi un 2-en-1 au public camerounais. Le plaisir de les regarder jouer et surtout venir à bout des éléphants de Côte d'Ivoire. Ça s'est bien passé, on a gagné et c'est comme on voulait. On a gagné la Côte d'Ivoire, nous méritons. Donc on attend janvier pour faire quelque chose, nous sommes fiers. La rencontre a été une rencontre impeccable et soudée par rapport au jeu, c'était intense. Vu la vue du ballon qui se déroulait, les Lions ont dominé. Bon, vraiment le match d'hier, moi, ça m'a vraiment donné une grande joie dans le cœur d'abord. Puisque la manière que mes joueurs jouaient là d'abord, vraiment, ça m'a rendu très fier. C'était un match vraiment romantique, je ne sais pas comment, le mot me manque seulement. 1-0 au terme du temps réglementaire, le Cameroun est vainqueur. Prochaine étape, les barrages, et cette phase ne fait pas peur. Le match de barrage, pour nous, ça ne nous fait pas peur. Parce qu'il y a confiance aux Lions. Et ce sont les gens imbattables et indomptables. Nous allons aller vers l'avant. Oui, nous sommes au courant. Et ça vous fait peur? Non, ça ne nous fait pas peur. Peur comment? On n'a pas peur. On va arriver. Non, pour les autres groupes, ça va aussi aller bien, gang. Ça va aussi aller bien. Parce que pour nous comptons. Le Cameroun déjà jusqu'à la fin. On va aller à la Coupe du Monde. Donc, Qatar nous attend. Et nous irons. Il n'y a pas de problème. Le barrage, on a déjà gagné. Déjà qu'on a tapé combien d'équipes? Je ne vois pas une équipe qui peut encore stopper le Cameroun. Malgré notre petit problème technique qu'on a, mais je vois que ça va aller. Pour ces Doualais, les Lions indomptables iront au Qatar, la Coupe d'Afrique des Nations en poche. Il n'y a pas de négociation à ce niveau. Merci. Le Cameroun reste que le Cameroun. Tout le monde qui va venir, on monte seulement. Comme on a monté hier. Voilà. Ce qui veut dire donc que partout, nous allons prendre. Et ne soyez pas surpris de prendre la Coupe d'Afrique ici. C'est entre les mains des Camerounais. Le Lion va seulement demeurer qu'un Lion. Il n'y a pas de Lion. On va seulement sauf que gagner. Arriver jusqu'au bout, prendre la Coupe. Ça, je suis confiance. J'ai confiance plutôt. J'ai confiance. Pour la Coupe, il n'y a pas de problème. C'est déjà confirmé. C'est confirmé. La confirmation est déjà là. Le problème, c'est de mettre les gars à l'aise et mettre plein d'énergie sur les gars. Et c'est que ça va aller. J'ai confiance au coach. Et je vous rassure que la Coupe d'Afrique, ça sera au Cameroun. Le barrage n'est rien. On a déjà gagné. Considérez ça comme un match gagné. Ça, c'est déjà d'office. Et ce rendez-vous sportif pourrait être la solution aux problèmes de sécurité que traverse le pays. Par la grâce de Dieu, Inch'Allah, et nous prions toujours pour le Cameroun. D'abord, c'est la paix. Et le ballon va amener la paix dans notre pays. Ça, je suis sûr de moi. Il ne serait donc pas exagéré de dire que la victoire du Cameroun sur son éternel rival, la Côte d'Ivoire, a réconcilié la population à son équipe fanion.
Réaction des supporters, et comme le relevait Eugène Ekeke il y a un instant, c'était vraiment une belle ambiance à l'issue de cette rencontre. Les supporters qui n'ont pas hésité évidemment à crier de joie. Coach Vassilios Eseme, on a compris d'après ceci, la prochaine étape, les barrages, même pas peur. Oui, bon, disons que honnêtement, tous les Camerounais avaient à cœur de voir ce que le Cameroun peut faire devant un gros calibre comme la Côte d'Ivoire, une grosse équipe sur le papier, ça il faut le dire. Vous savez, les Camerounais aiment toujours des comparaisons entre nos lions actuels et les lions du passé. Et nous les avons vraiment vendus trop moins cher. Il faut être véritablement un technicien qui sait apprécier le travail des autres et puis la performance de ces garçons au quotidien. Ils ont eu la particularité de gérer chaque match dans son contexte. Ils ont fait des victoires qui pour certains n'ont pas été convaincants, mais il fallait ces victoires pour se donner la possibilité d'avancer. Au match aller en Côte d'Ivoire, bon, l'entraîneur dans son projet de jeu qui se veut de remonter les balles de l'arrière vers l'avant, s'est un peu loupé sur le plan de jeu en début de match, notamment à cause de la qualité du terrain. On s'est ravisé là-bas en deuxième mi-temps. On a vu une équipe un peu reluisante, un peu plus concurrente. Et je crois que dès la fin de ce match, même si nous l'avions perdu, beaucoup de Camerounais ont compris que dans cette équipe, il y a de la langue, il y a du cœur, il y a du fighting feeling, il y a aussi de la qualité. Maintenant, c'est une équipe qui est en pleine mutation, comme plusieurs équipes dans le monde. Certains cadres sont partis. Les réguliers sont en train de devenir des cadres, mais il y a aussi des jeunes qui, pour certains, entrent dans la tanière, qui, pour d'autres, n'ont pas autant suffisamment du temps de jeu. Donc, cette gestion du groupe, avec les difficultés de regroupement, notamment des périodes très écoutées pour asseoir véritablement une philosophie de jeu, mais beaucoup plus aussi avec les difficultés de la pandémie, des défections aussi dues aux blessures et puis des raisons diverses. Il faudrait toujours qu'à un moment donné, l'entraîneur s'adapte. Et cette façon-là, on l'a bien montré ici contre le Malawi. On a gagné sur des balles arrêtées avec une domination en termes de possession de balles que d'aucuns n'ont pas trouvé suffisamment convaincante. On est allé dans des conditions très très difficiles, aller gagner ce 1-0. Donc, on a pu voir du match contre le Mozambique une équipe qui a commencé à corriger des lacunes, notamment les libertés que Zambo Anguissa s'est données ici face au match, face au Malawi. On ne les a pas vus au match contre le Mozambique. Ngade, cette bourde qu'il a commis, ce manque de concentration a été également corrigé. Et tout cela mis ensemble, on a pu voir une équipe très conquérante, une équipe qui avait envie, une équipe qui jouait pour le devoir et qui voulait dire aux yeux du Camerounais que vous pouvez croire en nous, nous avons le potentiel. Il ne peut pas être acceptable qu'on a un garçon comme Toko Ekambi, qui est meilleur buteur au niveau de la Ligue Europa. On a des garçons comme Mouminga Malu, qui joue la Champions League régulièrement. On a un garçon comme Zambo Anguissa dans l'entre-jeu, Jérôme Nguene qui sont à l'Europa League et bien d'autres. Donc, même si à chaque fois il y a toujours des changements dans le 11 entrant, il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a quand même une ossature dans la charnière de l'équipe, dans son épine dorsale, des joueurs qui sont réguliers, et même au niveau de la ceinture rénale, on a pu voir que Zambo Anguissa associé avec Onla, ça a toujours été du bon. Cette fois-ci, on a ajouté Umgwet en tenant compte de l'absence de Choupo-Moting qui allait revenir. Donc, ça a été une solidité dans l'enjeu. Et je l'ai dit, les 20 premières minutes n'ont pas eu de répit. Les deux entraîneurs ont opté pour un match à grande intensité dans le souci de vouloir vite plier la rencontre. Et là, on a vu une grande équipe du Cameroun sur tous les plans. Sur tous les plans, au niveau physique, au niveau athlétique, au niveau de l'impact du jeu, au niveau de la présence. Ce qui a d'ailleurs été le plus remarquable, c'est le rôle qu'a joué Zambo Anguissa, avancé derrière Aboubakar Vincent. C'était lui qui allait cadrer les porteurs parce que de l'autre côté, la Côte d'Ivoire avait une très bonne maîtrise collective. Paradoxalement, au moment où les Lions ont essayé de tempérer, au moment où il y a eu baisse de régime, à un moment donné, le public a commencé certainement à se poser des questions. C'est là où est venue cette variation dans le jeu, notamment amener l'adversaire dans une lenteur dans le jeu tempéré. Question de les laisser se découvrir, trouver de l'espace à l'arrière pour essayer de profiter de la vitesse de Ngama le haut.
Et on l'a dit, c'est une équipe qui a soigné également les transitions défensives-offensives. Il faut le dire, contre le Malawi, les 2 buts de Christian Bassolo, c'est sur une transition def-off, récupération de balles, précision sur la qualité de la dernière passe. Et c'est ça qui montre la monstruosité du jeu de Onla, qui récupère ce ballon à corner, qui le donne de la plus belle des manières à Ngamale, qui réussit une fois à trouver Toko Ekambi. Et certainement, le positionnement de Toko Ekambi prouve à dessein qu'il a eu un échange avec l'entraîneur. Bon nombre de Camerounais se posaient des questions sur ses prestations à Lyon et ses prestations à mi-temps en sélection. Vous avez dû vous rendre compte que pour ce match-là, Toko a dû jouer à gauche et Ngamale à droite, ce qui lui donnait la latitude de partir de son côté extensé gauche vers l'intérieur. Oui, il faut le dire, après le but, il y a eu baisse de régime du côté des Camerounais, baisse d'approche au niveau du plan de l'abordage. C'est une équipe qui a un peu reculé, ce qui naturellement a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir la possession. Mais disons-nous des choses claires. Le Cameroun a eu 5 occasions de but contre une seule à mettre à l'actif des Ivoiriens. Leur seule occasion, c'est ce ballon que reprend Kessié, que la grande classe d'Andro Onana claque en connaît. Les Camerounais, après avoir miné, il y a eu ce ballon d'Aboubacar Vincent qui essaie un lobe. Il y a eu ce dégalage de Ngamale qui part de très loin, mais qui est rattrapé à la dernière minute par Bailly. En deuxième mi-temps également, il y a eu ces 2 belles actions. Cette frappe d'Aboubacar Vincent qui est détournée par Bou. Et c'est ce ballon de Tawamba que Choupo-Moting n'arrive pas à cadrer. Mais derrière, on a eu les 20 dernières minutes de la fin de la deuxième manche à l'actif de la Côte d'Ivoire qui ont beaucoup essayé, mais qui malheureusement n'ont pas été assez efficaces. Oui, mais aussi un grand gardien, ça il faut le dire, André Onana, et cela prouve à dessein qu'il faut laisser les entraîneurs faire leur travail. Il y a eu beaucoup de supputations sur sa titularisation après une longue période tout à fait. Et en tant que technicien, on percevait qu'il lui fallait des repères. Si c'est lui qui devait jouer contre la Côte d'Ivoire, l'entraîneur a eu l'audace de le faire. Cela lui a donné raison. Il faut saluer l'effort, la générosité de Lyon. Il faut aussi saluer le public qui, dans les 10 dernières minutes, s'est véritablement levé pour accompagner cette équipe et l'équipe en avait besoin. Et c'est ce qui fait toute la bravoure de cette équipe qui, n'est-ce pas, s'est donné le droit d'aller au niveau des barrages. Elle va continuer à travailler, elle va continuer à progresser. C'est ça où on a montré que dans une belle pelouse, effectivement, on peut conserver, progresser, chercher le déséquilibre pour finir. D'accord. Jérôme, avant la réaction de Raphaël par rapport à ce match, comment est-ce que vous l'avez trouvé? C'était une très belle rencontre. Il faudrait dire en plein mi-temps, le Cameroun a eu tout simplement la force de dominer, de prendre le match à son propre compte. Et d'où vient le but de Toko Ekambi, qui a pu aussi tout de même libérer les supporters. Mais en deuxième mi-temps, c'était une autre configuration parce que l'équipe ivoirienne venait chercher au moins 5 buts. Il faudra dire qu'ils ont été tellement maladroits qu'à chaque moment, les 10 dernières minutes, le public au stade a eu, moi j'ai eu des battements de cœur. Il faut dire que parce que lorsqu'on voit le ballon de Nicolas Pépé qui n'arrive pas à cadrer dans les 7 dernières minutes à l'entrée 6 mètres, il faut dire vraiment ça a été gracieux. Et un peu de chance parce que le stade de Japoma, il faudrait dire que c'est un stade qui porte chance à la formation de l'équipe nationale. Donc moi, certains joueurs se sont dégagés du lot. Faye, Zambanguissa qui s'est vraiment mis dans ses beaux jours. Et le gardien Onana qui a tout donné de son talent. Donc cette rencontre, on est passé dans ce cap-là. Maintenant, il faudra attendre les barrages parce qu'il faudra dire les barrages aussi. Et moi, contrairement à Eugène ou à Vassilios, je dirais tout simplement que la Côte d'Ivoire n'avait pas assez de grands talents. Ah bon, à comparer à l'équipe du Cameroun. Parce qu'il faudra dire, de l'autre côté, on a Adel qui joue du côté de la Ajax Amsterdam, on a Kessie, on a Nicolas Pépé qui n'a pas commencé le match. Nous avions Toko Ekambi de Lyon, meilleur buteur de l'UEFA. On a Maxime Choupo-Moting, on a Ngamale de Young Boys. On a presque à tous les compartiments des grands joueurs qui s'officient du côté de l'Europe. On a Jérôme Guéné avec Salzbourg. Donc, il faudra dire que dans cette homogénéité-là, dans tout ce mélange-là, l'équipe du Cameroun, normalement, devrait sortir victorieux. Mais il faudra aussi dire que l'entraîneur, pour moi,
a aussi fait quelque chose d'impressionnant parce que sachant que Maxime sortait d'un non-jeu, il faudrait le dire comme ça, du côté de l'Europe par rapport à sa période de Covid, voilà, qui est entré à la fin, mais on a un peu eu peur lorsque Tawamba entre et qu'il n'arrive pas au bout de cette action, qui donne une passe presque pas dans le bon timing à Maxime Choupo-Moting, parce que ça aurait pu causer une action de but et assurer tout simplement la qualification. Mais bon, l'équipe dans son ensemble a été combative, conquérant. Ils ont voulu dans l'ensemble la qualification et on ne peut que les souhaiter bravo. Et on attend la suite. On attend la suite, Raphaël, sur cette question et sur les barrages qui arrivent. Alors, quand vous avez un mondialiste, un grand entraîneur qui ont déjà pris la parole, je me sens un peu embêté de parler après eux parce qu'ils ont tout dit en réalité sur le match d'hier. Mais je vais juste apporter... vous savez, je fais partie des gens qui ont beaucoup critiqué l'entraîneur. Et après avoir vu le match d'hier, j'ai eu la satisfaction parce qu'on s'est rendu compte qu'il écoute les médias. Il est attentif. Et il a l'intelligence de se remettre en question. Parce que sur un plateau, M. Généké qui était là, je disais que le match aller contre la Côte d'Ivoire, nous l'avons perdu. Pas parce que les Ivoiriens étaient plus forts que nous. Même pas parce que la pelouse était un champ de patates, ce qui est vrai. Dit ça n'est pas mentir. Mais c'est les choix de l'entraîneur qui étaient mauvais, qui nous ont fait perdre le match. Et on a aussi dit la qualité de la pelouse. Et là, on profite pour dire merci au gouvernement pour le cadeau qu'il a offert au peuple camerounais. Parce que quand vous regardez le stade de Japomadier, c'est un billard. C'est même pas une pelouse de football, c'est un billard. On se disait, ça ne va pas seulement jouer à l'avantage des Camerounais, ça va aussi jouer à l'avantage des Ivoiriens qui jouent tous les week-ends sur des très belles pelouses. Et nous étions inquiets parce qu'on se demandait quelle est la capacité de notre sélectionneur à se remettre en question, à faire des bons choix, même s'il a des joueurs aujourd'hui qu'on peut estimer être des joueurs moyens par rapport à ce que le Cameroun a toujours connu. Et une grande a été notre surprise de voir qu'il a essayé de faire une équipe qui était homogène et qui était équilibrée. Résultat des courses, on a assisté à un match, comme a dit M. Kéké, de très haut niveau. Quand certains journaux titrent un petit lion, moi j'ai dit, mais ceux-là, ils ne regardent pas le même football que nous. Parce que vous savez, le match que moi j'ai vu hier avait le niveau d'un match de Ligue des Champions. Un match tactique, un match technique, où les joueurs n'ont pas hésité à faire montre de leur aisance technique à titre individuel, malgré l'enjeu de la rencontre. Vous avez vu des joueurs qui essaient des gestes techniques de très haut niveau. Non, je parle des Ivoiriens, que ce soit les Ivoiriens, les Camerounais. On a assisté à un très beau match de football. On a vu des joueurs qui ont été positionnés à des postes où ils ont l'habitude de jouer, ce qui avait été l'inverse en Côte d'Ivoire. On a parlé de Faye, on avait réclamé Faye, parce qu'on a estimé qu'aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble des latéraux que nous avons, à son poste, Faye est le meilleur. On n'avait pas compris pourquoi à Abidjan, il était sur le banc de touche. Et d'ailleurs, même quand, à la mi-temps, l'entraîneur l'a fait entrer, on a vu comment ça a changé. Et hier, on a vu le match qu'il a produit, Faye. On a vu le jeune Onguéné, on se demandait comment, quand on voit les performances d'Onguéné à Salzbourg, on se demande comment ce gars ne peut pas être bon en équipe nationale. Et hier, on a vu un joueur de très haut niveau, un joueur intelligent, un joueur qui a fait exactement le genre de joueur qu'on avait à l'époque, comme les Onanelundu Dipanka. Quand l'entraîneur lui disait, ce joueur-là, il ne bouge pas, tu étais sûr qu'il le neutralisait, même s'il fallait briser sa jambe. On a vu Jérôme Onguéné faire un match dans le match. C'est-à-dire qu'on a vite compris que sa mission, c'était qu'Alain ne bouge pas. Il l'a tenu. Il ne le lâchait pas. Il ne dézonnait pas. Il était concentré. Et les gens pensent que la Côte d'Ivoire a joué hier. Les gens disent que la Côte d'Ivoire a fait un non-match. Non, le Cameroun a fait un excellent match, a amené la Côte d'Ivoire à ne pas jouer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je félicite
je félicite vraiment le sélectionneur. Quand c'est bien, il faut aussi avoir l'honnêteté de le dire. L'entraîneur, il nous a offert une équipe de haute facture. Les joueurs ont été à la hauteur de la rencontre. Et naturellement, le collectif a joué ensemble. Techniquement, tactiquement, les joueurs se sont exprimés. Et on a souffert, c'est vrai, mais on est sorti de là étant fiers de notre équipe nationale. D'accord. Alors, on va terminer cette seconde partie de l'émission. Oui, rapidement, avant qu'on nous parle de l'ANAFoot. Oui, parce que pour les entraîneurs, le plus important, c'est le discours avant. Heureusement, pour nous, malheureusement pour la Côte d'Ivoire, Aller, il a raté son match. Il y a 2 ou 3 ou 4 individualités qui ont raté leur match. Et 6 individualités auraient joué à leur niveau, ça aurait été notre match. Et c'est la raison pour laquelle ce genre de match, il faut... Le discours est très important. Oui. Parce que dans le haut niveau, il y a ce qu'on appelle le niveau d'activation maximum, le niveau d'activation optimal. Allez, quand tu le passes, tu n'as pas cet optimum-là, ça devient polluant. Allez, quand c'est plus, on est crispé ou on en fait trop, et souvent on est maladroit parce que le football est un jeu à habilité ouverte. Il faut en même temps être hyper motivé, mais rester lucide pour être pertinent dans ses choix. Et être pas ni trop motivé, mais vraiment ce cas. Et là, bravo, parce que Aller, s'il a raté son match, c'est à cause de Ngande et Onana. Parce que dans les duels, il n'a jamais joué dans le confort. Et même quand il a reçu des centres, mais il ne pouvait pas jouer comme il voulait, il jouait comme il pouvait. Et bravo, parce que c'était vraiment... moi, j'étais inquiet. On était très inquiet. D'accord. Alors, on va... Et on en a aussi. Oui, et ce que moi, je voulais dire, c'est là que l'entraîneur, là aussi, il faut lui rendre hommage. Parce que ce match-là, on a besoin... On savait que la Côte d'Ivoire pouvait être dangereuse. Et on allait attaquer. Et que forcément, quand on attaque, on veut jouer, on veut chercher la victoire, il y aura des espaces derrière. Et actuellement, Onana et Ener sont les meilleurs gardiens libéraux. Sur le plan, on savait qu'il y aurait des centres, Aller est dangereux. Sans la sortie aérienne, André Onana était vraiment rassurant. Sans compter que dans la relance, il allait donner confiance. Même dans l'anticipation. Libéraux, premier relanceur, dans les balles aériennes, vraiment il a rassuré. Et c'est pour ça que justement, ces petits détails sont très importants. Et il fallait lire cela et faire confiance à André Onana. Là, on avait l'impression que c'était, en plus d'un leader, quelqu'un qui a l'habitude de ces grands matchs, justement, capable de donner, de calmer là où il faut calmer, ou de motiver là où il faut motiver. Et c'était une très bonne équipe. D'accord. Donc, décidément, c'était une grande équipe du Cameroun sur tous les plans, comme disait coach Vassius Essémé, avec qui, justement, on va terminer cette émission, entre autres, en parlant de l'Académie nationale de football, l'ANAFoot, qui se déploie sur le terrain. Et la question, elle est toute simple, coach. Où en est-on justement avec la détection? Oui, il faut dire que la détection a démarré depuis le 5 novembre dans les 10 pôles des régions du Cameroun. L'année dernière, on n'a pas pu organiser la détection à cause de la pandémie Covid-19. Donc, cette année, on a renoué avec les anciennes habitudes. Cette détection consiste à recruter les pensionnaires de la 4e promotion de l'Académie nationale. Donc, pour ce qui est du pôle du littoral, le casting va se faire vendredi, dans l'après-midi, ce vendredi, vendredi 19 et samedi 20. Donc, tous les jeunes filles et garçons âgés de 10 à 13 ans sont véritablement attendus du côté du stade Saint-Éloi de Camrail, à Bassa, pour participer au test. Le test est gratuit. Il suffit simplement de se présenter avec sa photocopie d'acte de naissance, qui est le gage de l'éligibilité par rapport à la catégorie, et bien évidemment le contact du parent, qui servira plus tard, lorsque les résultats seront connus, de contenter l'enfant pour lui annoncer son résultat et le convoquer à rejoindre l'académie. Donc c'est un long processus qui a commencé depuis le 5, qui s'est étendu dans toutes les autres régions. Nous ici au littoral,
On a commencé à enregistrer les enfants depuis 2 semaines. Est-ce qu'il y a assez d'engouement quand même Oui, il y a... Ceux qui viennent. Il y a de l'engouement. Il y a de l'engouement dans la mesure où plusieurs parents nous ont appelés. D'autres sont venus pendant les heures d'entraînement faire enregistrer leurs enfants. Toujours est-il dit que généralement, les experts arrivent la veille. Nous assiégeons le site où va se dérouler le test quelques heures avant pour composer les équipes. Il s'agit ici de faire un plateau de 4 petits terrains dans lesquels les enfants vont faire des rencontres de 6 contre 6 pendant 20 minutes avec 4 experts qui seront en charge de sélectionner sur chaque plateau et 2 coordonnateurs. Ils auront le temps de rotation afin d'avoir plus de lisibilité dans le choix. Le secrétariat technique va composer les équipes, va les allouer les couleurs de dossard et de chasuble. Et les détecteurs, eux, n'auront que les dossards sur lesquels ils vont sélectionner les joueurs sur un quota de 1 à 5 étoiles. Et il y aura plusieurs tours. Donc par élimination, seuls ceux qui auront reçu plus d'étoiles vont continuer la présélection jusqu'à ce qu'on puisse arrêter la liste des 30 pensionnaires dont nous avons besoin. Peut-être, Adonis, on peut quand même avoir en image l'image de ces jeunes joueurs qui sont suivis par l'Académie nationale de football. Alors, coach, vous allez dire que ça sera du côté du Stade Camrail. Pourquoi pas Mbappé Lépée? Pourquoi pas avec Ajapoma? Oui, disons que, vous savez, l'idéal aurait été, après le décret de création et la mise sur route dans le processus d'implantation de l'ANAFOOT, d'avoir nos propres infrastructures. Ben, on a commencé sur le terrain. Tous les pôles ne sont pas logés dans le même enseigne. Ici au littoral, dû au fait de ce que les infrastructures sportives ne sont pas encore officiellement reçues par l'État. Pour le moment, nous travaillons dans une infrastructure privée. Donc, le moment viendra, on aurait bien voulu solliciter le stade annexe, le stade Mbappé Lépée ou le stade de Bonamoussadi. Mais vous savez, le ministre, pour le moment, a demandé à travers une note de mettre tous ces stades à la disposition de la CAN. Et voyez-vous, c'est des stades d'entraînement qui ont servi déjà aux équipes qui sont passées pour cette éliminatoire de la Coupe du Monde. Vous savez que certains pays ont élu domicile au Cameroun, notamment le Centrafrique et autres. Donc, comme Camra est notre base d'entraînement depuis la première promotion, ça, il faut dire que nous avons déjà fait 3 cuvées. Ça, ce sera la 4e. Donc, pour l'instant, au niveau du pôle régional du littoral, c'est notre base de travail. Je crois qu'après la CAN, on aura accès à beaucoup plus d'infrastructures et les choses iront en s'améliorant. Mais il faut dire que dans le programme global, l'ANAFOOT, c'est 10 pôles et le centre national. Là, nous avons les images du centre national. Le centre national, c'est le regroupement des meilleurs des 10 pôles qui se retrouvent 3 fois l'an, donc à la fin de chaque trimestre, pour une évaluation, pour davantage s'appesantir sur le travail qui les est donné dans les pôles. Et il y a une nouveauté qui voudrait également qu'à chaque fin d'année, que les 10 pôles se retrouvent dans un centre pour l'évaluation des meilleures équipes composées de chaque pôle, ce qui peut donner une vue plus étendue au directeur du centre national, auquel la plupart de ces pensionnaires peuvent être assujettis. Il y a des avancées dans ce que nous avons déjà fait. Au bout de 2 ans de travail. J'allais justement vous demander, vous dites que c'est la 4e promotion, donc quel bilan est-ce qu'on peut faire justement? Effectivement, il y a des avancées au sorti de 2 ans de travail. Pour ce qui est des filles, le pôle du littoral a eu l'insigne honneur de donner une première fille en sélection chez les U17, la nommée Biandu Chizi, qui a joué la double confrontation Sao Tomé et Principe contre les U17 du Cameroun. Elle était entrée en match à l'extérieur à Sao Tomé et au retour, elle avait été titularisée. Elle avait marqué un but dans cette rencontre, elle était auteure de 2 passes décisives. Chez les garçons, en dehors de Nounafen, qui a déjà eu la particularité d'avoir un stage à Manchester City, nous avons eu dans la liste définitive des U17 de Anissem Bargafoué, qui devait représenter le Cameroun à la CAN au Maroc, 5 joueurs de l'ANAFOOT qui avaient été retenus, dont le capitaine. Nounafen de cette sélection était également de l'ANAFOOT.
Donc, en très peu de temps, c'est un travail qui porte déjà ses fruits. On a un autre partenariat avec Boavista qui s'est mis sur pied au mois d'août dernier. Ils ont été ici. On a fait un travail pendant ce regroupement de Bankomo. Eux également, ils ont pu retenir 6 jeunes. Donc, l'ANAFOOT, c'est un continuum d'apprentissage qui se déroule en 3 étapes. L'éveil pour les 12 ans, donc les moins de 12 ans, la pré-formation pour les 13, 14 et 15 ans, et puis la formation pour les 16, 17 et 18 ans. Donc généralement, quand vous entrez à l'âge de 12 ans, vous sortez après vos 18 ans. Le but ici, en dehors de la philosophie propre de l'ANAFOOT, c'est de former des joueurs qui vont être déversés sur le tas au niveau national et professionnel, voire international, et qui peuvent s'adapter à n'importe quel système de jeu, n'importe quelle animation, que ce soit offensive ou défensive, n'importe quel concept de jeu. Donc voilà à quoi on s'attelle, et il faut dire que chaque catégorie a un contenu des aspects de la performance bien détaillé en tenant compte de la croissance des enfants. Peut-être Eugène, une réaction sur l'ANAFOOT? Non, je ferai une réaction générale. Je me rappelle, il y a quelques années, à l'époque, j'avais écrit un article dans le Messager. Le titre était Ingratitude du Cameroun vis-à-vis du football. Parce que quand même, après un certain nombre de Coupes du Monde, on était vraiment dans un sous-développement au niveau infrastructurel. Et là, généralement, j'aime pas beaucoup parler comme les militants politiques. Mais là, il faut quand même rendre hommage. Parce que je pense que la réaction du président de la République en infrastructure, je pense que là, on est parmi les meilleurs. Disons le meilleur même en Afrique. Et là, il a doté aussi le pays de cette académie qui est là pour préparer les luttes de demain. Et merci. Je pense que là, il aura marqué l'histoire de notre football par cette double action. D'accord, merci. En tout cas, on va suivre déjà vendredi. Vous l'avez dit, vendredi et samedi pour les tests du côté de... Oui, vendredi et samedi, vendredi 19, à partir de midi jusqu'à 18h. Voilà. Tous les jeunes ont le droit d'y arriver. Samedi également, de 10h jusqu'à 14h. J'avais oublié un détail. Il faut également dire que notre cuvée de filles a servi le championnat régional du littoral cette année. Parce que la vingtaine de filles que nous avions ont été tous happées par les clubs de deuxième division régionale. C'est pour vous dire que dans la précocité du travail, très rapidement, on a produit des fruits, un travail de fond. Et elles ont dignement représenté l'académie. D'accord. Forcément, on va revenir pour le bilan de cette phase-là de manière globale. On va remercier Raphaël Abouem, Eugène Ekeke, Jérôme Bango et évidemment, coach Vassiliou Seseme qu'on aura le plaisir, on l'espère, de retrouver dans nos prochaines éditions. Toute la grosse équipe technique est réunie autour d'Adonis Yamen, Zipierre et bien d'autres. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, au revoir.